Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Romain Petiot du Green Code Lab. Juste avant de présenter Thierry, je vous présente le Green Code Lab. Il y a pas mal de petits nouveaux aujourd'hui. Donc le Green Code Lab, c'est une association qui date depuis 2011, je crois, par les pionniers du numérique green, dont Thierry était là au début. On fait pas mal de choses, surtout des meet-up maintenant. On a plusieurs meet-up à venir. Donc celui de Thierry, on a celui de un SQLI qui aura lieu le 18 mars avec Olivier de Greenspector et avec moi-même. On aura Thibaut, on en a parlé, qui viendra faire un meet-up sur au mois d'avril certainement, donc une date à caler. Et donc peut-être des prochaines dates aussi à Paris. Voilà, on essaie de communiquer sur l'éco-conception numérique. D'autres actualités, avec Greenspector, moi-même, la cantine et l'ADEME, on va certainement lancer une opération collective pour accompagner des projets sur les services numériques. Donc il y aura plus d'informations à venir, mais il y aura un appel à intérêt qui va arriver très bientôt. Donc n'hésitez pas à regarder les informations à ce niveau-là. Je vous rappelle toujours concernant l'ADEME qu'il y a toujours l'appel à projet Perfecto qui permet de financer certains projets sur l'éco-conception à hauteur de 50 000 €, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il faut clôturer avant le mois de mars. Donc regardez ça rapidement, c'est tous les ans l'ADEME remet en place cet appel à projet Perfecto. Toujours dans l'actualité, il y a l'Institut numérique responsable, qui est une association qui prend de plus en plus de place sur le numérique responsable, qui lance un groupe de travail sur l'éco-conception numérique. Moi j'en fais partie, pour pouvoir mettre en place un référentiel et un label sur les bonnes pratiques d'éco-conception web sur les services numériques. Et donc j'ai fini avec ma petite actualité. Et donc Thierry Lebouc de Greenspector va venir nous présenter ce meet-up de ce soir sur l'efficience des applications mobiles. Thierry qui arrive dans 2 secondes. Il faut lancer la technique. Voilà. Bon, je vais mettre comme ça. Bonjour à tous. Content de vous voir aussi nombreux. On a l'impression que le numérique responsable rencontre de plus en plus d'adhésions. Donc on est super content parce qu'on n'a pas toujours eu des salles pleines quand on parlait de ça il y a 10 ans. Donc c'est super qu'effectivement il y a une recrudescence d'intérêt sur le sujet. On le sent effectivement un peu partout. Il y a beaucoup d'intérêt sur cette thématique. Donc en espérant qu'effectivement on va pouvoir accélérer ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Ce soir, j'ai prévu de vous présenter un rapport qu'on a fait sur la base d'un outil, donc je vous expliquerai un petit peu la méthodologie. On va plutôt parler mobile que web ce soir. Donc voilà, je ne dis pas que les gens qui du web n'ont pas besoin d'être là, mais globalement c'est plutôt sur l'orientation mobile qu'on va échanger. N'hésitez pas à poser des questions. On a à peu près 1 heure de présentation et puis il y a bien sûr un after work, on va dire, en tout cas où on peut boire un verre et puis discuter ensemble après. Voilà. Rapidement, donc Thierry Lebouc, donc je suis dirigeant fondateur de Greenspector. Ça fait 10 ans qu'on est sur ces sujets de l'éco-conception numérique et on a développé un outil qui permet de mesurer, parce que la première étape finalement d'une amélioration, on va dire, d'un service numérique, c'est déjà de savoir combien il consomme, qu'est-ce qu'il fait consommer, et puis bien sûr derrière prendre les actions qui vont bien pour améliorer, rendre plus performant et aussi moins consommateur son service. Donc voilà, donc mesurer, comprenez, puis bien sûr améliorer votre service. Sachant que c'est un travail de tous les jours, c'est pas parce qu'on a amélioré un moment que le service numérique devient tout de suite efficient. On sait très bien que les contenus, les nouvelles briques, l'évolution de ces briques, l'évolution des OS, etc. peuvent venir bien sûr perturber cette consommation et faire que votre service consomme plus qu'avant. Donc c'est pas un travail de tout repos. Un slide d'introduction, vous savez probablement tous, si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être déjà un peu convaincus, mais c'est bien de le rappeler. Le numérique consomme de plus en plus. On est sur des tendances très fortes
de consommation de ce numérique. Il y a un rapport qui fait un petit peu foi aujourd'hui sur le marché, établi par le Shift Project, qui a été fait fin d'année 2019, qui a permis d'identifier, on va dire, l'impact du numérique et puis aussi sa progression dans le temps, bien sûr. C'est de la prospective, mais on voit très bien que ça nous emmène vers beaucoup plus de numérique, beaucoup plus d'impact, un numérique qui se déploie encore plus largement dans le monde, avec beaucoup plus de moments de consommation, et qui fait que derrière, bien, on a une progression très très forte, avec une accélération même de cette consommation du numérique. On parlait il y a quelques années de 2% des gaz à effet de serre, en équivalent, les gaz à effet de serre pour tout ce qui est lié au numérique. Et aujourd'hui, on est plutôt dans les tendances de 4%, peut-être un petit peu moins, mais autour de 4%. Et on voit que c'est une croissance forte derrière de ces gaz à effet de serre qui fait qu'on est sur une progression à peu près de 9% par an. Donc en 2025, c'est pas très loin, hein, on est dans 5 ans, le numérique pourrait représenter autant d'émissions de gaz à effet de serre que les véhicules légers. On parlait de l'aviation civile, et là on est passé à une étape où finalement cette progression nous emmène vers quelque chose de plus en plus impactant. Ce qui fait que on parle beaucoup de ces sujets au niveau politique, puisqu'il est question effectivement d'intégrer cette dimension dans les appels d'offres, par exemple publics, de travailler en tout cas sur cet aspect pour voir comment on peut endiguer un peu cette progression, en faisant un peu plus attention sur la manière dont on consomme ce numérique, surtout comment on le conçoit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en conception. Alors, si on revient plus sur la partie mobile, qui est un peu plus l'objectif de cette soirée, on voit que en termes de mobilité, on a une croissance forte de la consommation des contenus et des services sur mobile. On y passe de plus en plus de temps, il y a de plus en plus d'applications qui sont téléchargées, de plus en plus de revenus associés à ces applications mobiles, qui font que derrière, effectivement, 3h40 en moyenne dans le monde passé sur son mobile. Donc ça fait beaucoup de temps, avec bien sûr des pays dans lesquels on consomme encore plus, mais en moyenne, on est sur ces tendances-là. Donc c'est quand même des consommations qui sont très fortes et qui ne font que progresser. On voit aussi qu'effectivement, il y a bien sûr donc derrière des téléchargements donc dans les App Store. On n'est pas tous dans les mêmes niveaux de progression. On voit qu'en Asie, on progresse très très vite, un peu moins aux États-Unis, mais globalement, dans les pays un peu plus émergents en termes économiques, hein, l'Indonésie, le Brésil, etc., l'Inde, on voit que c'est des pays qui progressent encore plus vite dans le numérique. Donc on voit aussi que c'est des populations qui sont importantes et qui vont aussi elles-mêmes consommer de plus en plus. Donc on a effectivement ici une tendance très forte d'augmentation, et qui fait que derrière, forcément, tout ça va avoir un impact. On a aussi derrière des revenus qui sont importants et qui ne font que progresser, et du temps passé aussi, hein, qui font que derrière, sur le temps, on est sur des logiques effectivement de plus en plus fortes, avec des progressions. Si on regarde la France, 25%, mais la plupart des pays, on est autour de, effectivement, entre 15 et 60%, je crois à peu près. Ça dépend des pays, mais globalement, on est sur une progression très forte d'une année sur l'autre en termes du temps passé sur le device mobile d'année en année. Et derrière, qu'est-ce qui fait, sur quoi finalement le temps passé progresse de plus en plus? Je dirais que la partie réseaux sociaux est la partie sur laquelle on passe plus de temps, 50% du temps des applications, c'est-à-dire sur les 3h40. Globalement, vous passez 1 heure, combien ça fait divisé par 2? Ça fait 1h30 plus 20 minutes, ça fait 1h50. Donc en moyenne, dans le monde, c'est à peu près le temps qu'on passe sur les applications mobiles de réseaux sociaux. Et puis vous voyez le reste, il y a les jeux et tout ce qui est plutôt vidéo, entertainment, etc. Donc une progression forte, régulière, sur des activités, on va dire, alors les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux pro, mais il y a aussi pas mal de réseaux sociaux plutôt perso. Vidéo, entertainment, on voit bien qu'on est plutôt sur des activités de loisirs, pareil pour les jeux. Donc c'est aussi ça qui fait une grosse partie de la consommation finalement des applications mobiles. Derrière un smartphone, c'est un impact très fort. Pourquoi c'est un impact très fort? Parce que derrière, il a fallu de la matière pour le construire. Ça a l'air de rien, mais derrière, c'est beaucoup d'électronique. L'électronique, ça impacte énormément en termes de pression sur les ressources, en termes d'énergie qu'il a fallu fournir pour construire ce matériel. Et on voit que globalement, on a du mal à rattraper la phase de production, puisque vous voyez, sur 2 ans, on a à peu près un rapport de 1 pour 5 entre la production et l'usage. Sachant que la moyenne d'utilisation d'un smartphone, c'est plutôt autour de 2 ans. Voilà, donc vous voyez, vous ne rattrapez jamais vraiment tout l'impact que vous avez eu quand vous avez acheté le smartphone. Donc il faudrait le garder à peu près 10 ans, pour avoir finalement un retour sur investissement de la production du smartphone, pour se dire on équilibre
les émissions liées à l'usage par rapport à la production. Donc tout ça veut dire que plus vous prolongez votre smartphone et moins vous impactez la planète en tout cas. En tout cas, plus vous prolongez sa durée de vie et plus vous gardez cet impact faible ou plus faible, plus vous le divisez en fait dans le temps. Il faut en moyenne 16 kg de matière pour construire 1 gramme de puce électronique. Donc forcément, il y a une pression très forte sur les matières et remplacer son smartphone prématurément fait que vous allez avoir un impact très fort sur la matière, reconstruire finalement un nouveau smartphone. Certainement. Quand on regarde l'impact énergétique finalement des applications qu'on fait tourner dessus, on peut estimer, alors là on était parti sur une étude Vivatech 2019, sur laquelle on était parti de 3 heures à peu près d'usage moyen, donc on est plutôt passé à 3h40 en 2019, on avait à cette époque-là les chiffres 2018, et globalement ça correspondait à peu près uniquement les applications fonctionnant sur les smartphones, sans parler des data centers et des réseaux. On était sur un équivalent à peu près de 3 tranches nucléaires sur la consommation des applications. Ou un pays comme l'Irlande. Voilà, à peu près ça vous donne une dimension. Juste de la consommation énergétique qu'on va utiliser pour faire tourner nos applications sur les smartphones. Donc ça, c'est l'énergie directe qu'on va utiliser. Vous rechargez votre smartphone et vous avez besoin de cette énergie. Mais vous avez aussi, derrière, l'utilisation de la batterie. Sachant que la batterie est la première pièce d'usure de votre smartphone et que globalement, après un certain nombre de cycles de charge et de décharge complète, l'autonomie commence à diminuer. Donc au bout de entre 300 et 500 cycles, vous allez avoir une autonomie qui est un petit peu amoindrie et qui au bout d'un moment vous pose un problème clair d'autonomie et c'est une des raisons pour laquelle vous changez de smartphone ou vous changez de batterie. La plupart du temps, c'est l'occasion de renouveler plutôt le smartphone que de changer la batterie, quand vous pouvez le faire d'ailleurs. Donc forcément, l'énergie consommée par les applications a un double impact. L'impact de la consommation finalement liée à son usage, mais aussi l'impact qu'elle a sur le renouvellement de la batterie du smartphone. Et ce deuxième impact, il est beaucoup plus important en termes de consommation carbone sur le cycle de vie de vos usages. Donc souvent on pense à l'énergie comme quelque chose qui finalement sur un smartphone est moins important, mais pensez l'énergie de deux façons. Une, effectivement sur la consommation, ce que vous rechargez en termes d'électricité sur le réseau, pour reprendre de l'énergie pour remplir votre batterie, mais pensez aussi à l'usure de votre batterie, qui est le stockage final de l'utilisateur, qui, elle, forcément va avoir un impact plus important, puisque va causer le remplacement de la batterie du smartphone. Un facteur de stress aussi. Le smartphone, aujourd'hui, c'est le premier facteur de stress. Dans les régions où on a accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, à plein de choses. Le premier facteur de stress de nos petites vies, on va dire, d'occidentaux, on va dire, qui n'ont pas de problème d'accès à d'autres matières, c'est qu'aujourd'hui, le facteur de stress numéro 1 qui a été recensé, c'est notre batterie. On est à la course à la batterie. Comment je recharge dans le train? Je vois toujours des gens qui cherchent des prises. On est finalement sans cesse en train de se dire, mais est-ce que je vais pouvoir tenir correctement ma journée? Ou est-ce qu'il faut que je recharge quelque part? Il faut que je pédale peut-être dans un hall de gare ou je ne sais pas où. Globalement, on a vraiment un vrai sujet par rapport à ça, et c'est bien ce qu'ont compris les constructeurs, en se disant que l'autonomie était un sujet clé quand ils vendent un smartphone. C'est un sujet marketing très important du smartphone. Donc il ne faudrait pas que les applications aussi, qui sont bien sûr derrière sur le smartphone, viennent dégrader cette autonomie. Donc effectivement, le facteur de stress est un vrai sujet pour les consommateurs que nous sommes tous. Et donc comment on gère ça? Eh bien ça, c'est un vrai sujet, en tout cas dans nos vies. L'application mobile, dans les applications, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour arriver à ne pas finalement provoquer des surconsommations, des impacts plus importants? Eh bien, ça résume un petit peu ce qu'on vient de se dire, mais c'est bien de l'écrire et de l'avoir en tête. L'application mobile qu'on va construire, qu'on va fabriquer en tant que concepteur d'application mobile, ne doit pas provoquer l'usure prématurée de la batterie. Si vous avez une application qui consomme beaucoup, et qu'en plus on utilise beaucoup, eh bien forcément derrière vous allez occasionner finalement une décharge plus rapide, et donc provoquer d'une certaine manière la fin de vie un peu plus rapide de votre smartphone, des smartphones qui sont sur le terrain. Il ne faut pas que ça provoque une incompatibilité avec les OS qui sont sur le marché. Si vous dites que votre application est compatible avec les dernières versions d'Android ou d'iPhone, d'une certaine manière, vous mettez de côté plein de gens et vous leur dites inconsciemment que le matériel qu'ils ont, c'est un vieux matériel, qui fait que derrière, ça va provoquer le fait, alors peut-être pas sur la première application, peut-être pas forcément tout de suite, mais inconsciemment, vous allez leur dire que leur smartphone est un peu trop vieux par rapport aux applications actuelles et que donc il faut le changer. Donc vous provoquez cette obsolescence par vos applications.
La perte d'autonomie rapide du téléphone, effectivement, c'est un vrai sujet. On a vu tout à l'heure que ça crée un stress. Donc bien sûr, essayons d'éliminer ce stress, développons des applications qui soient moins consommatrices et qui vont permettre de moins stresser toutes les personnes par rapport à leur batterie. La fracture numérique ou l'exclusion. Donc là, effectivement, si vous avez des applications qui demandent beaucoup de puissance, beaucoup de data, alors qu'on peut avoir des contraintes liées au réseau, ou des contraintes liées à un smartphone qui est un peu plus ancien et qui n'a pas la même capacité que les nouveaux smartphones, eh bien vous allez provoquer aussi une forme d'obsolescence ou une fracture numérique finalement en construisant des services numériques qui ne sont faits que pour les gens qui ont accès à une ressource, je qualifierais de ressource infinie. Alors qu'on sait qu'effectivement, on a souvent des ressources qui sont malheureusement finies ou contraintes en fonction de là où on est ou je dirais de la puissance de calcul qu'on a ou de la capacité réseau qu'on a. Toutes les applications ne sont pas égales. Quand on prend un certain nombre d'applications, là on a mesuré un certain nombre d'applications, les 30 applications les plus populaires dans le monde, celles qui sont les plus téléchargées, les plus utilisées dans le monde. Quand on les prend toutes les 30, on s'aperçoit que entre les meilleures et les moins bonnes, on a à peu près un rapport de 1 pour 3. C'est-à-dire que les usages ne sont pas les mêmes, on est d'accord qu'on ne fait pas la même chose avec TikTok, avec Discord ou Spotify, mais ça vous montre aussi que sur une minute d'usage, alors ici l'usage est conforme dans une même catégorie. Donc, par exemple, on a pris un usage pour Facebook et sur TikTok qui sont à peu près les mêmes. J'accède à mon application, je navigue dans ma timeline et derrière je vais rentrer dans un contenu et je vais le jouer. Donc ici on voit très bien que dans une même catégorie, toutes les applications ne sont pas égales entre elles. Si on compare un Facebook avec un Facebook Lite ou un TikTok, on voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes choses. Et pareil pour d'autres applications qu'on voit ici, par exemple sur les navigateurs ou des outils, par exemple, de mail. Donc on voit que les applications ne sont pas les mêmes sur des mêmes parcours fonctionnels pendant une minute. Donc voilà, ça veut dire que les applications peuvent aussi faire un effort, d'une certaine manière, en termes de développement. Rien que quand on se compare avec ses concurrents, on voit que pour des mêmes usages, en tout cas pour des usages très comparables, on a des consommations qui ne sont pas les mêmes. Ici, en l'occurrence, pour TikTok, ce qui va aggraver la consommation d'énergie ici, c'est aussi beaucoup de data préchargée. C'est-à-dire que votre timeline est complètement préchargée avant que vous arriviez et que vous alliez dans les contenus. Donc il y a à peu près 300 ou 400 MB en une minute qui sont téléchargés pour faciliter ensuite la navigation. Est-ce bien raisonnable de tout précharger? Ça sûrement plus rapide après, moins de latence, mais aussi avec des impacts qui sont importants sur la consommation énergétique. Et je ne vous parle pas de la consommation d'équivalent CO2 sur le réseau et sur les data centers. Donc tout ça, ça se réfléchit, mais on voit bien qu'ici, il y en a qui ont un peu réfléchi, Spotify, qui a bien réfléchi sur la manière de véhiculer du son, de la musique, un peu plus que TikTok, qui lui précharge tout et se dit, voilà, il n'y a pas de limite, et on peut avancer comme on veut. Quand on regarde par catégorie, ce qui est assez frappant, c'est qu'en gros, il vaut mieux appeler que de surfer. Voilà. À peu près un rapport de 1 pour 2 entre l'ensemble des navigateurs qu'on a testés, et puis finalement, tous les outils d'appel téléphonique, sans vidéo, ici on est vraiment sur de l'appel audio, qui permettent effectivement de simplement utiliser ces applications pour communiquer. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi les navigateurs consomment autant. C'est parce que derrière, il y a beaucoup de scripts, il y a beaucoup de choses dans les pages. Ici, on a joué à la fois une page simple, une page moyenne et une page complexe. Donc on peut avoir de la vidéo intégrée, on peut avoir des choses, mais globalement, vous voyez que, par exemple, les jeux et les vidéos consomment moins que les navigateurs en moyenne. Parce que dedans, il y a beaucoup de scripts, et il y a aussi beaucoup de contenus riches qui peuvent effectivement occasionner des consommations d'énergie importantes. Souvent d'ailleurs pas optimisés, alors que les chipsets qui sont conçus pour les jeux et les vidéos sont probablement plus optimisés que les scripts qui vont être joués dans les pages, qui est plutôt sur du langage interprété. Donc ici on voit bien qu'on va avoir une surconsommation importante. Donc c'est pas le navigateur qu'on qualifie de consommateur, c'est vraiment la navigation, il faut faire attention. J'ai pas dit que les browsers consommaient beaucoup, j'ai dit que l'utilisation des browsers pour naviguer consommait beaucoup. Les navigateurs, d'ailleurs, sont pas tous égaux. Quand on les compare, et bien effectivement, on peut voir que ceux-ci ne consomment pas sur un même protocole de communication, sur un même protocole de lecture de page, ouverture d'un nouvel onglet, enfin plein d'éléments qui vont permettre de bien qualifier si un navigateur consomme plus qu'un autre. On peut les comparer également et on voit qu'on peut avoir un rapport d'à peu près de 1 pour 2, un peu moins d'1 pour 2 entre les navigateurs pour faire exactement la même chose sur un mobile. La performance d'usage. Sur le web, là je ferai un parallèle parce que bon, je ne sais pas si on peut reprendre les mêmes métriques, mais on voit bien qu'en mobilité,
on est dans l'instantanéité. On veut un résultat rapide, on n'est pas toujours confortablement installé, on n'est pas au bureau avec un poste de travail, un grand écran, on est finalement parfois dans le bus, parfois à l'arrêt du bus, parfois pas forcément dans des situations stables, on va dire, et on a besoin d'avoir quelque chose qui soit instantané et rapide. Et je pense que cette métrique de dire qu'au bout de 3 secondes sur le web, sur mobile, on a aussi les mêmes problématiques, c'est-à-dire que l'utilisateur s'impatiente si la performance n'est pas au rendez-vous, ou il abandonne carrément son parcours. Donc c'est une statistique qu'on a qui est issue de Google, hein, qui dit qu'après 3 secondes, on perd beaucoup de monde, donc ici en l'occurrence 53% des visiteurs abandonnent. Quand on regarde un peu les applications mobiles aujourd'hui, 62% des applications mobiles affichent leur premier écran en plus de 3 secondes dans des conditions optimales qui sont Wi-Fi. Donc on voit bien qu'il y a un écart entre finalement l'attente des consommateurs finaux avec finalement ce que peuvent aujourd'hui apporter ces applications qui ne sont pas au rendez-vous de la performance. Pourquoi elles ne sont pas au rendez-vous? Souvent pour des raisons je dirais de lourdeur, pour des raisons de préchargement, plein de raisons qui font qu'on n'a pas forcément une interactivité immédiate. Aujourd'hui, il y a de plusieurs manières aussi d'alerter les concepteurs d'applications. On voit que, bien sûr, ils peuvent être dénoncés sur les stores. On voit bien que la note des stores, elle permet aussi un peu de se lâcher en disant moi, je ne suis pas content de mon application pour plein de raisons, sur la logistique, j'ai pas reçu mon article au bon moment, il n'était pas bon, c'est pas la bonne taille, enfin qu'importe. Mais aussi parce que l'application ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, je pense que les retours sur les stores étaient faits pour donner un retour sur les applications. Et en l'occurrence ici, une application qui consomme beaucoup de batterie, qui est peu performante, qui est lente, eh bien l'utilisateur commence à remonter cet élément. Dans une étude Open, je crois c'est 2019, le critère de performance était le premier critère d'une expérience utilisateur réussie. Donc à partir du moment où vous avez effectivement une performance d'usage, le consommateur estime que déjà vous avez rempli une bonne partie du travail en termes de son expérience utilisateur. La consommation d'énergie était un des critères, pas le deuxième, je crois que c'était le troisième ou le quatrième critère, pour dire oui, je veux pas que non plus mon smartphone soit vidé par une application. Donc c'est pas un critère qui est en bas de la liste, ça fait partie aussi de la liste. Et puis on voit aussi que de plus en plus de fabricants dénoncent les applications qui sont trop gourmandes. Je ne sais pas si vous êtes sur du Samsung ou du Huawei, et je ne connais pas forcément tous ceux qui dénoncent aujourd'hui, mais il y a beaucoup de systèmes qui vous préviennent quand ces applications consomment trop d'énergie, parce qu'elles consomment trop de batterie. On ne veut pas être accusé, nous en tant que fabricants, de consommer, de ne pas avoir la bonne autonomie. On dit, écoutez, nous on a fait le maximum, mais attention, il y a des applications qui font mal, et essayez finalement de les changer-les éventuellement, ou modifier votre comportement, ou utiliser-les moins souvent. On parle aussi pas mal, quand on parle de frugalité numérique, on se dit que tout le monde n'est pas égal, on va dire, en termes d'accès à l'information, parce qu'on peut avoir des réseaux qui ne sont pas les mêmes, et pas forcément dans les pays sous-développés, mais ça peut être aussi où on est, nous, en France. Il peut y avoir des endroits, effectivement, où on capte moins bien. Donc, on n'est pas tous égaux devant l'accès à l'information. Mettez-vous en 2G dans un bâtiment ou dans un village ou dans la campagne, et vous verrez qu'effectivement, vous n'avez pas le même niveau de service. Donc, on crée une forme de fracture numérique, et plus on a une application qui est grosse et gourmande en data, par exemple, effectivement, et plus, effectivement, le service numérique va mettre du temps à s'afficher. Et puis pareil, on n'a pas tous les smartphones aussi puissants, donc on crée aussi une exclusion en mettant en place des applications qui sont très gourmandes, qui vont demander beaucoup de ressources et qui font que derrière, pas mal de personnes ne vont pas avoir accès aux services numériques. Donc on peut parler de fracture numérique, électrique. Je ne peux pas recharger mon smartphone aussi comme je veux parce que je n'ai pas l'accès à l'énergie comme on peut l'avoir partout, je dirais, en Europe, aux États-Unis, etc. Et on peut aussi parler d'inclusion ou d'exclusion business. À partir du moment où, quelque part, je fabrique un service numérique qui n'est pas prévu pour finalement répondre à ces contraintes des applications qu'on va déployer sur un smartphone, eh bien, finalement, on se prive d'une partie d'un business. C'est le cas, par exemple, de Facebook, qui a lancé Facebook Lite pour attaquer les marchés émergents parce que son application consommait beaucoup. L'application Facebook de base consommait beaucoup. Donc effectivement, on voit bien qu'on peut répondre soit à une fracture numérique ou soit à une inclusion business pour conquérir de nouveaux territoires. En fait, là je vous ai présenté un peu le contexte de la mobilité et de l'impact que ça peut avoir. On a parlé un peu de green.
Chez Green Spector, en fait, ça fait quelques années qu'on travaille sur ces sujets, ça fait bientôt 10 ans. On a du mal à faire passer ces idées. C'est pas si simple de faire passer les idées que des applications consomment plus, consomment moins. Tout n'est jamais vraiment comparable, et donc c'est pas toujours facile de créer, on va dire une comparaison entre les applications. On a décidé sur la partie mobile de créer un indicateur qui s'appelle l'AppMark, qui est un indicateur, on va dire, de consommation de ressources globalement, et qui va permettre d'expliquer sur différents axes comment une application consomme sur un parcours standardisé, et qui va permettre derrière de donner une note, finalement, à une application, comme si vous donniez, comme une étiquette énergétique, par exemple, qui vont permettre de classer les applications dans différentes boîtes, voilà, et qui va permettre de les comparer, et aussi, bien sûr, de les améliorer. Donc, pourquoi un indice AppMark? Donc, porter un nouveau regard sur l'expérience utilisateur en mobilité, mieux connaître ses impacts mobiles, qu'est-ce que je consomme en mobile, quelle est ma performance quand je dégrade mon réseau, etc. Un parcours standardisé qui permettrait de mieux connaître ses propres impacts sur mobile, mieux se comparer dans le temps, pour pouvoir se dire, mais est-ce que je me suis amélioré entre deux versions, est-ce que ou est-ce que ça s'est dégradé, parce que j'ai intégré des nouveaux composants, des nouveaux services, etc., etc. Et puis aussi se comparer par rapport aux autres dans une catégorie d'applications et plus globalement avec toutes les autres applications. À partir du moment où on a un parcours standardisé, c'est plus facile de se comparer par rapport aux autres. Donc on va récupérer des mesures et puis on va donner une note. On pourrait en tout cas donner une note dans les stores. Voilà. Ça pourrait être une manière de dire, mais moi si je choisis demain, un peu comme vous utilisez un Yuka aujourd'hui pour faire vos achats par exemple, pour dire mais est-ce que l'article que je vais acheter correspond bien à ce que je veux faire, c'est-à-dire avoir le bon niveau, on va dire, en termes de nutrition? Eh bien, on pourrait imaginer avoir un AppMark qui puisse, à l'entrée des stores, vous dire attention, cette application est bien sur cet aspect, mais un peu moins bien sur cet aspect. Après, est-ce que ça change votre comportement en tant que consommateur d'application? Ça, c'est à vous de le décider. Mais d'une certaine manière, au moins, vous avez la décision de le faire. Parce que finalement, ce qui fait réagir les gens, c'est d'être marqué du doigt, malheureusement. Les gens ne réagissent pas tant que vous ne leur avez pas dit que finalement, ils ne sont pas bons. Et publiquement, c'est jamais agréable de s'entendre dire qu'on a une note qui n'est pas bonne. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir le dire. Et un peu comme un contrôle technique de véhicule, c'est peut-être pas parfait, mais ça vous permet de situer finalement votre application et de dire j'ai plus ou moins de travail à faire dessus pour m'améliorer. Donc, cette AppMark, on l'a considérée sur 5 axes de mesure, sur lequel on a mis des mots-clés derrière qui peuvent permettre de mieux comprendre ce qu'on va présenter comme score. La sobriété, c'est, on y reviendra après, mais ça va permettre de définir ce qu'est finalement la consommation sur le smartphone et le problème que peut avoir l'autonomie. Par exemple, on va mesurer la taille de l'application, on va mesurer l'énergie consommée sur un parcours, et puis on va regarder s'il utilise par exemple des data en background alors qu'on a fermé l'application, qu'on n'est plus dessus, qu'on n'est plus actif, est-ce qu'il continue finalement à utiliser de la data. La performance, là c'est en combien de temps j'affiche mon écran en une connectivité Wi-Fi, on va dire pour avoir la meilleure performance, on s'est mis en Wi-Fi, et puis aussi après la première installation, et puis après un deuxième usage. On va aussi travailler l'inclusion, donc là c'est quel est le minimum requis pour s'installer sur un smartphone. Quel minimum de SDK, quelle version d'Android, ici on n'est que dans le monde Android pour l'instant, quelle version d'Android j'ai besoin pour pouvoir faire tourner mon application. On va aussi dégrader le réseau pour savoir si on n'exclut pas des gens qui se mettraient en 3G. Quel est le temps de connexion quand je suis en 3G. On aurait pu dégrader en 2G d'ailleurs. Ici pour l'instant on n'est que sur l'indicateur 3G. Et puis derrière, on va aussi mesurer la donnée chargée pour mesurer des impacts environnementaux sur le réseau et l'estimer en tout cas sur les data centers. Et l'objectif, c'est d'arriver effectivement à un score équivalent CO2, qui est basé sur cette mesure énergétique, plus l'estimation de la consommation de data qui va être envoyée sur les réseaux et qui va être demandée à un data center. Donc là, on est bien sûr sur une estimation en grosse maille, mais qui va permettre de donner, bien sûr de manière équivalente à l'ensemble des applications, une étiquette, on va dire, d'équivalent CO2. Ici, bien sûr, on n'est pas allé voir ce qui se passait dans le data center des différents acteurs qui font des applications mobiles, ça serait trop compliqué à instrumenter. Donc on va rester sur une méthode, on va dire, qui est utilisée par exemple dans le Shift Project, qui s'appelle la méthodologie One Byte, quand on veut mesurer ce que coûte un byte dans un data center, et ce que coûte un byte sur le réseau. Voilà, mais c'est très uniforme et ça ne tient pas compte de plein de typologies.
et où va se tourner ce service numérique. Est-ce qu'il va être plus joué en France ou être plus joué, par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres pays, ou à travers le monde. Donc tout ça n'est pas pris en compte. Donc on arrive à un score sur 100 et on va pouvoir ensuite, voilà, donc c'est un score qui va être constitué par des mesures, un certain nombre de mesures, je reviendrai sur le protocole rapidement après, et qui va permettre aussi de récupérer des informations du store, comme par exemple la version, comme le mini SDK, enfin plusieurs informations sont récupérées. J'ai pas parlé du respect, je vais en parler un peu après, mais je vais une petite introduction maintenant. On va récupérer aussi le nombre de trackers utilisés dans l'application, le nombre de permissions demandées par l'application. Alors, ici, on sort un peu de la thématique éco-responsable en tant que telle. On est plus sur l'aspect sécurité, données, respect, discrétion, on va dire. Mais on va voir que le nombre de trackers et de permissions va avoir un impact sur l'éco-responsabilité de l'application. Plus vous allez avoir de trackers et de permissions demandées, et forcément, derrière, plus vous allez consommer. Donc, c'est plutôt un indicateur explicatif de la note, mais qui est intéressant d'intégrer dans cette démarche pour porter un nouveau regard sur le digital, même si derrière, on ne va pas se poser de questions sur ce que font les trackers et si les permissions sont plus ou moins intrusives dans la vie de l'utilisateur. On ne va pas qualifier ça, on va juste qualifier un nombre. Donc ça permet la comparaison, on peut se comparer avec les applications de sa catégorie, avec la moyenne des applications, avec la moyenne de l'ensemble des applications mesurées. Et puis on va aussi pouvoir se comparer dans le temps. Est-ce que je me suis amélioré sur ma sobriété ou est-ce que j'ai dégradé ma sobriété par rapport à ma dernière version? Donc la sobriété, on arrive effectivement à un éco-score, donc on en a parlé, la taille de l'APK, l'énergie consommée, les données que je vais consommer en arrière-plan de l'application, quand je ne l'utilise pas d'ailleurs. Là, effectivement, l'objectif c'est de ne pas vider sa batterie, de ne pas être dénoncé par les fabricants qui vont vous notifier quand vous avez consommé un peu trop de batterie. Donc c'est jamais très bon pour les concepteurs d'applications que d'être dénoncé par le fabricant. Voilà, mais aussi c'est de pouvoir aussi limiter la pollution, le nombre de la CPU qu'on va utiliser, la mémoire qui va être occupée. Parce que finalement, sur un smartphone, on est aussi en concurrence avec plein d'autres applications qui vont tourner. Donc si on prend toute la place et toutes les ressources, ça laisse aussi moins de place pour les autres. Donc la sobriété revêt un petit peu tous ces sujets. Bien sûr, derrière, il va y avoir, plus on envoie de données, plus il y a des choses qui effectivement derrière vont être demandées à un serveur ou à un réseau, et forcément, plus on va avoir d'impact aussi sur l'encombrement, inutile ou pas, de ces serveurs et de ce réseau. Donc c'est pour éviter aussi cette surcharge. Donc la sobriété revêt un petit peu tous ces éléments. La performance, là on l'a vu, c'est plutôt de dire il faut qu'on soit dans les canons de performance de ce qu'on attend, parce que si vous faites quelque chose qui est frugal mais pas performant, vous allez aussi perdre du monde. Et plus vous passez aussi de temps sur un écran, ou plus vous l'attendez, et plus vous consommez de ressources. Donc il faut faire attention, il faut bien garder en tête que la performance, c'est pas la performance à tout prix, il faut faire attention. Si j'utilise 100% des ressources pour avoir cette performance, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais il ne faut pas dégrader la performance. Il faut arriver à trouver la bonne performance, finalement, accordée avec le moins de ressources possible. Donc c'est important d'avoir ce cadran de la performance dans l'ensemble des indicateurs pour bien avoir une vue d'ensemble. L'inclusion, donc là effectivement, aujourd'hui on reste sur la performance 3G, donc on ne va pas sur la performance 2G encore, mais on pourrait bien sûr aller sur ces sujets 2G pour voir comment se comporte l'application quand on passe en 2G. Et on reste sur une information de compatibilité, donc du minimum du SDK Android qui est attendu pour faire tourner l'application. Voilà, il faut absolument qu'effectivement derrière cette application puisse bien fonctionner sur des anciens téléphones. Ici, dans le protocole de mesure, on l'a testé sur un même téléphone, donc là on ne fait pas varier le téléphone. On pourrait imaginer demain avoir un smartphone performant, une tablette de gamme moyenne, et puis pourquoi pas un téléphone très vieille génération sur un vieux framework Android ou iOS. Et pouvoir comparer avec plusieurs types de machines pour voir quelle différence. Aujourd'hui on a fixé un smartphone avec des conditions qui peuvent varier au niveau du réseau, mais on pourra aller plus loin sur les conditions de test qu'on fait sur les différents devices. L'écologie. Ici, on va intégrer donc l'impact CO2. Donc ici, on va intégrer l'usure de la batterie. Ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, on estime que l'énergie consommée va forcément impacter on va dire un renouvellement prématuré de la batterie, donc une usure de la batterie, donc un renouvellement prématuré du smartphone. Et on l'a intégré ici dans l'estimation d'équivalent CO2. Ce n'est pas uniquement l'énergie du device, c'est bien sûr aussi la quote-part d'usure de la batterie en fonction de l'énergie dont on a besoin pour faire tourner ce service.
Voilà. Et puis la discrétion, eh bien, on voit bien qu'effectivement, ici, on va mesurer le nombre de trackers. Plus il y en aura effectivement et plus on va probablement consommer, et on va le vérifier après dans les grandes tendances du rapport global. Voilà, effectivement, pour s'assurer qu'effectivement, plus on va avoir de trackers, plus on va prendre de la place, plus on va envoyer de la data, plus on va récolter de la data et plus on va l'envoyer. Et les permissions, on va avoir plus d'adhérence, on va dire, avec le système, et on va effectivement consommer également davantage. Un protocole de test assez simple. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut un protocole un peu comme un contrôle technique. Donc, toutes les applications ne se valent pas. Il y en a sur lesquelles on doit se connecter, il y a un user password, il faut créer un compte bancaire, il faut créer un compte sur Spotify, etc. Donc, vous voyez, là déjà, ça se complique un peu. Donc, on a décidé de faire beaucoup plus simple. On reste sur le premier écran. Alors, le premier écran, effectivement, dans le domaine bancaire, vous n'allez pas très loin. C'est peut-être moins intéressant, mais quand vous allez sur par exemple, des news and magazines dans cette catégorie, vous allez accéder directement à la timeline sur les news and magazines. C'est-à-dire que vous allez tout de suite avoir du contenu qui va s'afficher. Donc ça limite aussi l'interprétation. Après, il faudrait aller plus loin. Il faudrait vraiment rentrer dans les parcours fonctionnels en disant c'est quoi gérer une application mobile pour une banque? J'ai un compte, j'ai l'ensemble de mes comptes, je vais pouvoir avoir le détail de mes comptes, je vais pouvoir faire passer une opération et puis sortir. Ça pourrait être un cas d'usage nominal, on va dire, par rapport à une application bancaire. Donc on voit bien qu'ici, on a des restrictions, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est plutôt des tests techniques. C'est de dire, j'ouvre l'application, je la fais pivoter, je la ferme, je la relance en 3G, je peux éventuellement scroller, voilà. Il peut y avoir plein de tests qu'on peut faire et qui vont permettre déjà d'avoir énormément d'informations sur, on va dire, la lourdeur de l'application sur son premier écran. Avec ses limites, bien entendu, mais ça permet déjà de donner des grandes tendances sur les applications. Voilà, par exemple ici, c'est vrai que c'est peut-être plus facile de comparer sur des news and magazines qui vont permettre d'avoir rapidement de l'interactivité. Et là, vous arrivez sur un écran, vous avez déjà une timeline et les premiers titres d'articles avec un petit descriptif et une photo. Globalement, c'est à peu près comme ça que fonctionnent à peu près toutes les applications d'information. Et donc, voilà, vous avez clairement des applications qui peuvent consommer plus ou moins. J'ai pris une application El País qui permet à peu près d'avoir les mêmes fonctionnalités. Et on voit bien les différences qui sont importantes. On va, par exemple, ici charger peu de données sur ce premier écran par rapport à un chargement de données qui va être important sur l'autre application. Donc ça permet déjà de donner des grandes tendances. On voit aussi qu'il y a certaines applications qui fonctionnent mieux en 3G qu'en Wi-Fi. C'est-à-dire que le temps de réponse va être meilleur en 3G qu'en Wi-Fi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, on a peut-être tenu compte du fait qu'on a testé la connectivité et derrière, on va peut-être dégrader la taille du contenu qu'on fait passer. C'est ce qu'on fait par exemple en streaming vidéo. Les outils de streaming s'adaptent à la connectivité que vous avez. Et à mon avis, c'est ce que fait ici probablement El País par rapport au monde. Qui lui, on voit que le temps augmente d'une certaine manière par rapport à la connexion Wi-Fi. Donc ici, on a déjà pas mal d'informations sur les stratégies. On voit aussi qu'il y a plus de permissions demandées d'un côté que de l'autre. En tracker, en équivalent. On peut se jauger aussi dans sa catégorie. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir ce que font les autres aussi, d'une certaine manière, et d'avoir une espèce d'étiquette en disant, bon voilà, cette étiquette, elle a une valeur de référence, hein, elle peut être améliorée, mais au moins ça permet déjà de se positionner, de se comparer, et aussi peut-être d'entrevoir peut-être pourquoi pas des améliorations. Quand vous demandez à des concepteurs d'applications, ils disent souvent que finalement ils ont pris tout ça en compte et que finalement ils ont vraiment optimisé. Et puis après, quand on regarde comme ça, on dit ah oui, mais qu'est-ce que font les autres? Et puis là, on s'aperçoit qu'effectivement ça interroge. Ça veut dire que d'une certaine manière, tant qu'on ne sait pas comparer, finalement on ne sait pas si on a bien fait ou pas. Voilà. Donc c'est bien de mesurer. Voilà, et du coup, quand on projette tout ça sur l'ensemble des... Donc El País était plutôt là, et puis Le Monde, vous voyez, plutôt là. Donc entre les deux, vous trouvez un peu tout le monde. On peut en mesurer autant qu'on veut, on n'a pas de limite. Le protocole de mesure dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, le temps de faire tous les tests. Et ça permet de le faire sur un device réel, bien sûr, et puis d'en faire à peu près autant qu'on veut. Donc à chaque fois qu'on parse le store, dès qu'il y a une application qui s'est mise à jour, on va pouvoir la mesurer, et on va pouvoir finalement rafraîchir son score, et d'une certaine manière, refaire ses classements. Voilà, donc ça c'était la mécanique un petit peu derrière, c'est comment finalement on crée un outil de benchmarking, d'évaluation, d'étiquetage, d'une certaine manière. Et maintenant, voilà, on en a mesuré 1000. Donc c'est plutôt ça que je voulais vous restituer ce soir. C'est les grandes tendances de ce qu'on a remarqué dans
dans les applications, sur les 1000 premières applications, sachant que depuis, on en a remesuré 500 de plus. Donc, je rajouterai un petit peu les chiffres, mais vous verrez qu'ils n'ont pas beaucoup changé. Les constats globaux, en moyenne, une application sur un protocole de test qui dure à peu près 10 minutes, mais vous voyez qu'on ne fait pas des choses très complexes. On ramène éventuellement des données dans le premier écran, donc il y a quelques requêtes, et puis il va y avoir un peu de consommation de l'application quand on va pivoter, quand on va se loguer en 3G, en Wi-Fi, etc. Mais globalement, voilà, on consomme par unité de mesure 0,75 g d'équivalent CO2. Pas facile à expliquer. Voilà, un véhicule moyen, c'est entre 100 et 120 grammes de CO2, équivalent CO2, pour 1 km. Donc après, voilà, ça veut dire que quand vous avez fait, je ne sais pas, 10 fois ça, non, il faut faire 100 fois, vous êtes à peu près, ou pas loin, 120 fois, vous êtes à peu près sur 1 km de véhicule. C'est à peu près ça que ça veut dire. C'est toujours compliqué de comparer, mais ça permet d'avoir une petite idée. Si on part sur une projection de 3 heures par jour pour 5 milliards de mobinotes, ça donne une projection de 92 millions de tonnes d'équivalent CO2, n'intégrant pas effectivement ni l'installation de l'application, ni le parcours fonctionnel. Ça veut dire que ça représente quelque chose de non négligeable et qui fait que, à peu près, on dit que sans rentrer dans l'application, si on fait juste cette projection-là, on arrive à minimum 6% des émissions de CO2 du numérique. Donc c'est une partie du numérique. Mais on n'est pas rentré dans le parcours fonctionnel, on n'est pas rentré dans les vidéos. Là, a priori, il n'y a pas de vidéo qui se lance, il n'y a pas tout ça. Donc on est déjà, rien qu'avec ça, sur 6% des impacts du numérique, en projetant cette consommation de temps et du nombre de moyens de temps d'usage des mobinotes sur leur smartphone. C'est qu'un panel de 1000 applications, mais il est assez représentatif. On doit avoir une cinquantaine de catégories. Dans chaque catégorie, on doit avoir au minimum 7 ou 10, et au maximum peut-être une quarantaine d'applications, qui permet déjà d'avoir un bon panel d'applications, je vais dire représentatif, pour le moins représentatif. Voilà. Et on voit qu'on a effectivement des grosses disparités dans les applications. Il y en a beaucoup qui consomment moins de 1 g de CO2 quand on fait ce protocole. Et il y en a aussi qui consomment jusqu'à 10 grammes. Il y a 1% des applications qui consomment plus de 10 grammes. Donc là, dès que vous le reprojetez 10 fois ce parcours, eh bien vous arrivez à l'équivalent de 1 km de voiture. Donc là, on commence à arriver à des choses qui sont plus... Voilà, qu'on sent un peu plus, qu'on comprend un peu mieux et qui du coup, ont une valeur non négligeable. Quand on regarde d'autres constats, on voit que donc on va dire tous les trackers et les permissions qui sont demandées, ils sont effectivement de plus en plus importants. Donc ça, c'est un constat. Il y a de plus en plus de trackers et de plus en plus de permissions demandées. En moyenne, 44% des applications possèdent plus de 5 trackers. Trackers différentes données. Ça peut être de l'analytique, ça peut être du crash analytics. Il peut y avoir plein de choses derrière. Quelle que soit la raison pour laquelle on met en place ces trackers, d'une certaine manière, ils vont vous renvoyer la donnée, soit sur l'utilisateur pour mieux le cibler en termes de publicité ou de contenu, ou de service, soit pour identifier des causes ou avoir des analytiques sur son parcours, savoir quels sont les meilleurs parcours, etc., pour mieux comprendre vos utilisateurs et peut-être aussi améliorer votre application. Après, il y a aussi bien sûr derrière le fait que ces données soient utilisées, revendues, etc., mais ça c'est un autre sujet. 73% demandent plus de 10 permissions. Permission accès à vos contacts, accès à la géolocalisation de votre appareil, accès à plein de choses, donc ils vous demandent pas mal. Donc beaucoup d'applications vous demandent pas mal de permissions. Est-ce qu'elles sont toujours justifiées? Quand on est allé sur les salons, quand je disais à des utilisateurs concepteurs, on va dire, d'applications, ils me disaient non, nous on ne doit pas avoir beaucoup de permissions. Puis quand on regardait leur application, ils en avaient 15 ou 20, ils me disaient mais c'est pas possible. On regardait la liste, parce qu'on a la liste détaillée derrière, ils disaient mais je savais pas qu'on demandait ça, mais je suis même pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Voilà. Après, est-ce qu'on a vraiment regardé pourquoi on en avait besoin? Est-ce qu'on n'en a pas eu besoin à un moment et puis on a laissé cette demande de permission? En tout cas, voilà, ça peut faire partie des sujets sur lesquels on peut se poser des questions pour rendre plus frugal son application. Voilà, en moyenne, quand vous rajoutez un tracker, on a fait une courbe de projection, de corrélation, on va dire, de tous ces points, de ces 1000 points. Alors, c'est pas vrai dans l'absolu, vous avez des points au-dessus et en dessous, mais globalement, vous arrivez à tracer une droite, avec une pente de 8,5% d'augmentation. Plus vous augmentez en nombre de trackers, et plus vous augmentez la consommation de ressources en général sur le smartphone. Donc attention à ne pas utiliser trop de trackers. Sachez que derrière, vous allez augmenter votre consommation d'énergie et de ressources en général. Voilà aussi l'exclusion. On a regardé sur ces 1000 applications, quelles étaient celles qui étaient inclusives. Là, uniquement sur la partie, on va dire, prérequis, c'est-à-dire est-ce que je suis compatible avec les OS.
et on voit que la plupart sont globalement, à 70% des applications sont globalement quasi sur toutes les versions Android. Quand je dis quasi, c'est qu'elle laisse peu de gens sur le côté. Mais il y a quand même 10%, il y a quand même un quart des applications qui laissent de côté 10% des utilisateurs. Bon, ça veut dire qu'il y a aussi des questions à se poser. Ça veut dire que forcément, c'est peut-être plus complexe de maintenir une application compatible avec plus de versions, mais ça veut dire aussi que quelque part derrière, on exclut des personnes, ne serait-ce que sur les prérequis, où certaines applications ne sont pas accessibles pour tout le monde. Ça veut dire que vous intuitez chez eux le fait que leur smartphone est un smartphone ancien et qu'il faudrait le changer pour pouvoir accéder à ce service. Donc, vous provoquez le changement, potentiellement, de ce smartphone. Ou alors, vous vous excluez d'un business, puisque si vous faites du business sur votre application et que l'utilisateur ne peut pas venir, bah, il ira peut-être chez le concurrent. Donc, il y a plusieurs manières de voir le sujet. Voilà. Et globalement, aujourd'hui, si on regarde, si on croise effectivement à la fois les applications et les smartphones, le parc matériel installé et la compatibilité de ces smartphones, globalement, on estime que ces applications servent à peu près 95,8% des utilisateurs. Il y a une compatibilité parc matériel et OS sur Android qui est à peu près de 95,8%. On n'est pas parti sur un taux d'usage, on est parti sur un nombre d'applications et leurs prérequis demandés. Et globalement, voilà, 4,2% des applications ne seront pas compatibles avec le parc existant au niveau mondial. La moitié des applications continuent à effectuer des traitements ou envoyer des données après la fermeture de l'application. Voilà, vous la mettez en background, vous ne faites rien avec, vous dites bon, normalement, je ne l'utilise pas. Mais en fait, il y a des choses qui continuent derrière, soit pour des sujets volontaires, envoi de données, sauvegarde, quelque chose qui doit se faire qui est prévu, soit parfois parce qu'on n'a pas pensé à éteindre des choses avant de sortir. Ou en tout cas à mettre l'application en sommeil. Donc forcément derrière, ça peut être important si cette application reste longtemps et qu'elle continue à consommer beaucoup. Ça veut dire que c'est là où typiquement on a ouvert une application, on la laisse en background, on n'y revient pas de la journée, et pourtant c'est elle qui va être dénoncée à la fin de la journée ou en milieu de journée pour dire attention, votre application consomme beaucoup, alors qu'on ne l'a pas utilisée. Donc voilà, donc ici il y a un risque de se faire dénoncer bien sûr, et puis surtout ça vide le smartphone de l'utilisateur, donc ça crée son stress bien entendu, mais en plus effectivement derrière voilà, vous contribuez à user la batterie pour rien. Et on a mesuré des applications qui mettaient à genoux un smartphone en 3 heures. On a tous des applications en tête, ou voilà, de géolocalisation, de trajet par exemple. Vous savez que même en tenant le smartphone, il chauffe un petit peu dans la main, donc on voit bien que tout ça consomme pas mal d'énergie. Et donc on a mesuré des applications qui, même moins de 3 heures, mais globalement on voit bien qu'il y a pas mal d'applications qui, en autonomie, d'usage, on va dire, là en foreground, hein, là vous l'utilisez réellement, tiennent moins de 3 heures sur des téléphones classiques. Quelques corrélations en disant mais performance, discrétion, etc. Qu'est-ce qui est corrélable ou pas? Donc on a essayé sur ces 1000 points, essayer de projeter tout ça. Les applications les plus discrètes, actionnant donc peu de trackers et de permissions, sont aussi les applications les plus inclusives. C'est-à-dire qu'elles vont permettre d'accéder à plus de monde, elles vont moins consommer, elles vont être plus performantes par exemple en 3G. En gros, c'est le constat qu'on a fait, que des applications qui demandent plus de trackers. Ça. Donc derrière, si vous utilisez peu de trackers, vous avez plus de chances d'atteindre plus de monde, par exemple quand vous dégradez sa connexion ou quand vous passez à un smartphone qui sera moins puissant. Donc une raison supplémentaire d'utiliser moins de trackers. La taille de l'application, est-ce que c'est une question qu'on pose en disant ah ouais mais c'est une taille importante, est-ce que ça a un impact sur sa performance ou sa consommation énergétique? Ça prend plus de place, ça c'est clair. Ça peut stocker plus de données dans votre parcours, ça on l'a pas mesuré ici, enfin en tout cas c'est pas un des indicateurs qui est proposé ici, mais la taille d'application n'a pas d'impact sur la performance, il n'y a pas de corrélation, ni sur la consommation énergétique. Donc voilà, on peut avoir une grosse taille d'application et consommer très peu, ça veut dire qu'on a préchargé beaucoup de choses dans le cadre de l'application, et finalement on a besoin de moins peut-être de ressources pour faire tourner ensuite les applications, ou envoyer de la donnée, ou récupérer de la donnée. C'est le cas des jeux, donc je peux charger par exemple beaucoup. On peut avoir des tailles de jeux qui sont importantes. Et finalement, derrière, on a déjà pas mal de données qui sont installées sur le smartphone quand on installe l'application et l'application de jeu. Et finalement, on a peut-être besoin de moins de ressources quand on fait le jeu, voilà, en tant que tel, puisqu'on a besoin peut-être de moins de connectivité aussi réseau. Les applications les plus performantes en termes de temps d'affichage sont en moyenne les plus écologiques. C'est-à-dire que si on travaille la performance, à condition de ne pas non plus demander toutes les ressources, eh bien on a aussi des chances d'accéder à une application qui va probablement avoir besoin de moins de ressources. En tout cas, il y a une corrélation forte entre les deux. Ou alors, dans l'autre sens, on pourrait dire, d'une certaine manière, si j'essaye de faire attention à la frugalité de mon application, je vais aussi être plus performant. Donc ça, c'est intéressant.
Donc ça, c'est des corrélations qu'on a vues, ou absence de corrélation, qui étaient assez flagrantes, et les autres étaient nuancées. On va dire, on n'a pas pu tracer de généralité sur les autres applications. Il faudra aller un peu. Sur la sobriété, donc en moyenne, une application pèse à peu près 36 mégas. Vous verrez qu'elle évolue un peu plus grosse quand on a un peu plus d'applications, c'est plutôt 38 aujourd'hui. Voilà, et les tailles d'applications varient, mais on a des applications qui sont plus ou moins grosses, on va dire. Ceux qui sont plutôt dans la deuxième partie, les 9%, sont plutôt les applications de jeux. On peut avoir beaucoup de jeux qui sont supérieurs à 80 mégas chargés. Voilà, et les applications qui consomment le moins sur le périmètre qu'on a regardé, c'est les applications de médecine, finance, auto-véhicule, et puis ceux qui consommaient le plus, c'était plutôt simulation, jeux, etc. Qui ne sont pas dans les 10 mégas, par exemple. Voilà. Sur la performance, 62% des applications de performance d'affichage en Wi-Fi supérieure à 3 secondes, on en a parlé tout à l'heure. Et les écarts sont importants, puisqu'on peut avoir des écarts entre les catégories, donc non pas entre une application et une autre, mais entre des catégories, qui peuvent monter à 43% d'écart en termes de performance quand on a un bon Wi-Fi, uniquement sur ce premier écran, de 43% de différence de performance. Et donc ici, les moins performantes sont les applications, par exemple, de paris sportifs, catégorie qui a été moins bien classée, qui est souvent d'ailleurs pas très bien classée dans plusieurs indicateurs. Voilà, en termes écologiques, on a effectivement donc, beaucoup d'applications, il y a des gros écarts aussi, bien sûr, entre les différentes typologies d'applications, productivité et paris sportifs à nouveau. On a un écart là de 86% entre les deux. Voilà, l'impact faible, on en a déjà parlé. Et si on regarde entre la plus grosse application et la plus grosse, celle qui consomme le plus d'équivalent CO2 dans ce parcours et la plus faible, il y a un écart d'un rapport de 295. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très très gros écarts entre ce que fait une application sur son premier écran et puis une autre, sur le même temps et sur le même protocole de test. Certes, elles ne font pas la même chose, mais c'est intéressant quand même de voir qu'on peut avoir des très très gros écarts entre les applications. Sur la discrétion, ici on peut avoir des grosses différences. Alors j'ai mis en exergue ceux qui demandent beaucoup de trackers. Voilà, bon, il y en a certaines qu'on connaît bien, et puis d'autres, voilà, peut-être qu'on ne se disait pas que ça pouvait demander autant de trackers. Donc ça c'est le meilleur top de ceux qui demandent beaucoup de données sur vous. Je ne sais pas ce qu'ils en font, je ne sais pas comment ils l'utilisent. Est-ce que ces trackers sont toujours utilisés ou pas? En tout cas, ils sont là et ils traquent vos datas. Donc la meilleure catégorie, c'est plutôt éducation. C'est plutôt rassurant. Ça veut dire que quand on s'éduque, on est moins traqué. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la catégorie sur laquelle on avait le moins de trackers. Et la moins bonne, sur la personnalisation. J'avoue, je me souviens, je ne sais plus ce qu'il y a dans personnalisation. Vous regarderez dans personnalisation, je ne sais plus. Et il y a un gros écart entre les deux. Voilà, 43% d'applications, plus de 6 trackers analytiques. Et donc, on a déjà parlé, 8,5% de consommation en plus à chaque fois qu'on rajoute un tracker. Voilà. Sur l'inclusion, dernier axe, des gros écarts aussi. Voilà, je pense qu'on a déjà vu ces chiffres-là, donc là je les ai remis. Donc ici c'est plutôt dans l'inclusion, les jeux de type arcade ou simulation sont plutôt bien classés. C'est-à-dire qu'elles embarquent beaucoup plus de monde dans leur on va dire, dans l'inclusion, voilà, des gens qui peuvent accéder aux jeux en tant que tels. Par contre, il y en a d'autres qui, effectivement, encore les paris sportifs, où il faut avoir plutôt des dernières versions d'Android pour pouvoir accéder aux jeux. Voilà. Peut-être aussi un pouvoir d'achat pour pouvoir parier, j'en sais rien. Voilà, j'ai remis à jour les chiffres, et globalement c'est à peu près ça. Si vous voulez vous comparer, vous mesurer en performance, en ce que vous voulez. Donc la taille de l'APK c'est 38,3 mégas aujourd'hui en taille moyenne sur 1400 applications. Sachant qu'ici on prend le poids qui est sur le store, parce que derrière, en fonction de l'appareil sur lequel vous allez télécharger l'ensemble de votre binaire, vous allez avoir une installation qui ne sera pas la même sur un appareil plutôt qu'un autre. Donc on a pris celui du store, mais on aura bientôt d'autres indicateurs qui nous permettront d'avoir l'installation sur différents devices et pouvoir comparer entre ce qui est annoncé sur le store et puis ce qui est réellement perçu sur le device. Voilà, et puis l'équivalent CO2 à peu près pareil, les trackers à peu près pareil. Voilà, donc on confirme finalement cette tendance quand je remets à jour ces chiffres sur maintenant quasiment 1500 applications mesurées en permanence, à chaque fois qu'on a une nouvelle version. Et puis bientôt on viendra avec plutôt des données qui permettront de dire mais comment ont évolué ces applications depuis 1 an, depuis 2 ans, etc. pour voir un petit peu comment ces catégories évoluent. Est-ce qu'il y a des catégories qui évoluent très défavorablement et
Et est-ce qu'on peut les pointer un peu du doigt en disant mais vous ne faites pas beaucoup d'efforts dans votre catégorie, changez un peu vos habitudes. Voilà, donc c'est ce qui fait aussi un peu réagir les concepteurs, c'est de leur donner une note. Quand elle n'est pas bonne, ils réagissent, et quand elle est bonne, ils communiquent. Donc voilà, donc, ça va plutôt dans le bon sens, tout le monde est content. Dernière partie, au-delà de ça, voilà, je me suis dit que vous n'alliez pas repartir comme ça sans avoir quelques bonnes pratiques, quelques bonnes recettes, que du bon sens et qui correspond à ce qu'on a fait, ce qu'on a vu avant. J'en ai 10, je crois. Voilà. Arrêtez les traitements quand vous êtes en background. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que le traitement qui continue à tourner continue à consommer ou pas? Voilà. Enfin, est-ce qu'il consomme derrière en arrière-plan ou pas? Donc ici, alors c'est pas sur un device mobile, c'est sur un PC, mais voilà, sachez qu'un GIF sur Slack en background continue à consommer, voilà, même si vous ne le regardez pas. En moyenne, on avait fait une étude, alors là c'était plutôt sur PC, on avait à peu près un watt qui était utilisé à chaque fois qu'on avait un onglet ouvert. Voilà, en moyenne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ouvrez un onglet dans le navigateur de PC, vous avez à peu près 1 watt qui est appelé en termes de puissance et qui va permettre de consommer 1 Wh au bout d'une heure. Et donc, comme vous avez à peu près 10 onglets chaque jour, c'est peut-être 10 Wh qui partent en 10 heures. Adapter la taille des contenus riches, c'est-à-dire que si vous êtes en Wi-Fi, vous avez sûrement plus de réseau. Le Wi-Fi est 10 fois moins impactant que les connectivités au réseau classique en termes d'impact CO2. Donc, bien sûr, si vous avez une connexion qui est dégradée en 3G, ne faites pas passer des contenus qui sont importants. Adaptez finalement au niveau de connectivité que vous avez pour éviter à la fois de surcharger, de demander quelque chose qui va mettre beaucoup plus de temps à charger, donc qui va peut-être créer de la latence d'une certaine manière, et puis qui va surtout effectivement créer un impact non négligeable sur le réseau. Voilà, ça c'est très vrai dans les vidéos, tout ce qui est contenu riche. Voilà, j'aurai un contenu à vous montrer après où on voit qu'il peut y avoir des très grosses différences quand on ne s'adapte pas au contexte. Et puis on peut aussi s'adapter bien sûr à la taille de l'écran et aussi au device sur lequel on est. Maîtriser l'impact d'un composant externe. On ne maîtrise pas toujours, on dit souvent que le développeur passe plus de temps à intégrer des composants plutôt qu'à développer. Donc aujourd'hui c'est vrai, on récupère des bouts de code, on récupère des composants qu'on va intégrer pour arriver à fournir un service. Ici c'est le cas d'une boussole rajoutée dans une map chez Page Jaune, qui montre qu'effectivement ce composant, il n'est pas maîtrisé, ce n'est pas un composant qu'a développé l'entreprise, et derrière il fait qu'on va consommer 2 fois plus en termes de consommation énergétique, et même on va perdre en performance. Et donc derrière, tout ça on ne le maîtrise pas, quand on ne le mesure pas, on ne le maîtrise pas, et derrière ça peut vous faire avoir des retours des utilisateurs ou des surconsommations dénoncées par les fabricants. Donc attention, quand vous rajoutez un composant externe, mesurez, je ne sais pas, sa consommation CPU, sa mémoire, les données échangées, nombre de requêtes, ce que vous pouvez mesurer. Pourquoi pas l'énergie, hein, c'est une autre métrique, mais en tout cas mesurer les choses avant de déployer. Attendre une bonne connectivité pour transmettre. Ici c'est un cas sur un échange de données dans une application en 2G ou en 4G. En termes énergétiques, là je ne parle pas en termes de consommation de données, puisqu'on a fixé la donnée qu'on échangeait, c'est quelques centaines de kilooctets. On va avoir un gain énergétique de ce transfert qui va être beaucoup plus important, puisque quand on est en 4G ou en 2G, on va consommer 75% d'énergie en moins sur ce même traitement. Donc en valeur relative, on voit bien qu'il vaut mieux attendre une bonne connectivité plutôt que d'essayer d'envoyer à tout prix en 2G. Autant dire, voilà, désolé, pour l'instant votre connectivité n'est pas bonne, et on se propose finalement de relancer ce traitement plus tard, parce que là, de toute façon, ça va prendre une minute, ça ne va pas vous satisfaire parce qu'il va y avoir de la latence. Et puis en plus, effectivement, vous consommez aussi beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de paquets perdus aussi quand on est en 2G. Enfin, quand on est sur une longue connexion. Plutôt en une seule fois plutôt qu'en plusieurs fois, c'est-à-dire que forcément vous allez avoir à chaque fois, on va dire, un forfait d'envoi sur le réseau et sur la puce de communication qui vont faire que si vous êtes en plusieurs bursts d'envoi de données ou en un seul burst en étant plus de données, c'est plus efficace. Vous allez aussi moins consommer. Donc ça c'est important quand vous faites vos traitements. Profitez de la meilleure connectivité et si vous pouvez faire passer plus de données plutôt que de saccader vos données dans le temps en disant je vais en envoyer un petit peu à la fois, essayez de grouper un peu tout ça. Sur un projet militaire, je vous montrerai, j'ai un use case à la fin, c'est un des sujets sur lesquels on a gagné beaucoup d'énergie et de batterie donc par rapport à ce type de sujet.
Adapter les couleurs aux écrans. On voit beaucoup de thèmes sombres arriver, et on voit bien que forcément par rapport aux écrans LED, le noir coûte moins cher en énergie. Donc adaptez vos contenus de manière à ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrans LED, AMOLED, et c'est les technos qui sont privilégiés. Alors, bien sûr, les technos peuvent évoluer, donc il faut revoir un petit peu peut-être tout ça dans le temps avec les technologies. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur ces types d'écrans, on va beaucoup moins consommer quand on va être sur de l'écran plutôt sombre, d'écran noir même, que sur des écrans blancs. Voilà. Donc adaptez aussi vos contenus pour moins consommer. En l'occurrence ici, le test entre les... on est sur Twitter, il y a 23% de consommation sur un use case de 30 secondes qui permet de mesurer la consommation d'énergie entre les deux pour le même affichage. Et aussi, la consommation des couleurs n'est pas la même en fonction de la luminosité que vous allez associer. Pour certaines couleurs, vous allez augmenter la consommation, et pour d'autres couleurs, vont être un peu moins sensibles à la variation de luminosité sur ces technos. Donc on peut, est-ce que vous avez un usage externe ou interne de l'application? Et peut-être qu'après, si la luminosité est réglée plutôt pas trop forte ou forte, peut-être que ça peut aussi, on va dire, impliquer des choix, on va dire, de design, et ici, bien sûr, de couleurs, qui peuvent avoir un impact plus ou moins important. Nombre de trackers à réduire ou adapter, ici c'est un cas, on l'a vu, donc on l'a vu, les trackers vont consommer, en moyenne on a vu à peu près 8,5%, ici c'est un cas pour un service bancaire sur lequel on a travaillé, et on voit que ici, parce que ça a coûté aussi en performance, tout à l'heure on a parlé de consommation d'énergie, mais en l'occurrence ici, des requêtes qui sont uniquement sur les serveurs internes, il y a un coût, c'est à peu près 1,8 secondes, et puis sur tous les outils qui vont permettre de faire on va dire du tracker ou des services externes qu'on va intégrer dans l'écran, ici on est sur une application mobile, eh bien vont nous coûter autant que d'afficher finalement le métier, ou en tout cas les sujets qui nous concernent pour servir le vrai objet numérique pour le consommateur final. Donc on voit bien qu'ici, tout ça a un coût également sur la performance. Donc ici vous doublez votre temps de performance simplement à cause des trackers. Trackers ou services intégrés qui vont permettre de récupérer de la donnée ou d'adapter de la publicité, etc. Alors ici, c'est pas sur le mobile, c'est plutôt sur une page web, mais ça fait rien, hein. C'est vrai aussi sur le mobile. Il faut adapter le besoin fonctionnel. On a tendance à dire l'éco-conception, c'est un sujet technique. En fait, non, c'est un sujet finalement qui met ensemble finalement l'ensemble des métiers et pas uniquement celui qui code. Celui qui code, il y a une responsabilité bien sûr, hein, il ne faut pas qu'il commette d'erreurs. Celui qui fait l'architecture ne doit pas non plus intégrer de composants trop lourds ou d'avoir des méthodologies un peu lourdes pour l'ensemble de l'application. Mais tout le monde participe finalement parce que celui qui demande un besoin, finalement d'une certaine manière, c'est lui qui va déjà, s'il y a une richesse fonctionnelle dans ce qu'il demande, forcément ça va être très compliqué peut-être d'aller au-delà d'une certaine optimisation. Si vous avez un contenu riche, si vous avez des fonctionnalités riches, et forcément derrière il va y avoir une consommation plus importante. Donc attention à ne pas faire le raccourci de dire que c'est un sujet technique, c'est un sujet numérique qui regroupe les gens qui gèrent les contenus, les gens qui gèrent les services, les gens qui font l'architecture, les gens qui codent, etc. Donc ici on voit bien que est-ce qu'on a besoin de calculer 3 parcours, sachant que 80% des gens choisissent le plus rapide. Voilà, ça peut être une question. Et puis mettre un bouton pour dire je veux d'autres parcours, et là on va calculer les autres parcours, et on va permettre d'afficher ces autres parcours. Voilà. C'est un exemple basique, mais qui vous montre que potentiellement il faut réfléchir sur quels sont les vrais besoins, et est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir plein de possibilités sur mon écran, alors que la plupart du temps, je choisis une des solutions parmi celles-là et on la connaît. Après, bien sûr, il faut mêler ça avec les navigations qu'on a pu percevoir des utilisateurs. Si à 80% du temps, ils choisissent le parcours le plus performant, ça vaut le coup effectivement de simplifier son interface. Alors, bonne nouvelle, quand vous faites de l'optimisation de code aussi, vous allez utiliser moins de CPU, et moins de CPU, c'est moins d'énergie. Donc là, c'est des bonnes pratiques qu'on a mesurées dans plein de langages différents, que ce soit sur mobile ou que ce soit sur, on va dire, du web. La plupart des bonnes pratiques de code qui vont permettre d'économiser de la CPU vont faire consommer moins d'énergie également, que ce soit en valeur absolue ou que ce soit en valeur relative. Donc voilà, bien coder aussi, bien sûr, apporte quelque chose d'intéressant. Mais tout ça se mesure. Les bonnes pratiques, il y en a plein qui existent. Malheureusement, elles n'ont pas toujours été mesurées. Quand vous les avez dans un livre, il peut y avoir des choses qui sont de la littérature, on a recensé des bonnes pratiques. Toutes ces bonnes pratiques ont été mesurées. Donc à partir du moment où vous les avez mesurées,
il y a encore le risque qui est le changement de contexte. La technologie évolue. Donc une bonne pratique à un moment peut aussi devenir une pratique incertaine ou maladroite dans certains contextes ou certaines techniques. Donc attention sur les bonnes pratiques. La seule vérité, c'est la mesure que vous allez faire derrière qui va vous dire oui, effectivement, c'était une bonne pratique parce que je consomme moins. Il n'y a pas d'autre secret malheureusement. Une autre bonne pratique, c'est se mesurer. Je viens d'en parler. Tant que vous n'avez pas mesuré, vous ne savez pas le résultat que vous allez obtenir. Et vous, surtout, vous ne savez pas si ce que vous faites est bien ou pas bien. Vous ne savez pas si ce que vous avez mis à jour a été bénéfique ou au contraire aggrave la situation. Ici un exemple de Deezer versus Spotify, où on a mesuré plusieurs cas. Je lance l'application, j'écoute une musique une première fois, donc sans cache. Je réécoute cette musique avec cache pendant 1 minute. Et ensuite, je fais d'une activité premier plan, d'une activité arrière-plan, etc. Donc je mesure tout ça et je me compare. Eh bien, effectivement, on voit que les deux, peut-être, opérateurs de musique peuvent peut-être se parler, parce que si les deux s'apportent leur techno mutuellement, on va consommer moins, que ce soit sans cache ou avec cache. Voilà. On en a discuté un petit peu avec les personnes, c'est des sujets en cours, alors bon, à suivre. Quoi d'autre? Ici, vous avez la consommation d'une heure de visionnage de vidéo. Et vous voyez que entre les acteurs, pour visionner 1 heure sur des applications mobiles, donc bien connues, eh bien vous avez un rapport de à peu près 1 pour 8 sur une vidéo pendant 1 heure. Voilà, ça veut dire qu'ici, il y a peut-être de l'adaptation, il y a peut-être de la taille, bien sûr, de la data, puisqu'on voit que la consommation, je dirais, de la partie, on va dire, data center et le réseau Wi-Fi, est prépondérante. On voit qu'ici, la consommation côté smartphone, elle est peu ou prou la même, on va dire, pour les acteurs. En tout cas, elle n'est pas prédominante. Et on peut dire qu'elle représente, pour certains acteurs, moins de 10%. Et pour d'autres acteurs, elle représente peut-être un quart. Hein. Je pense à celui qui est le plus optimisé. Et donc, voilà, on voit qu'effectivement, tous les services numériques qui produisent un contenu équivalent d'1 heure de visionnage de vidéo sur un mobile n'ont pas le même impact vidéo. Ici, surtout, lié à la donnée qui est plus ou moins optimisée sur le réseau ou accédée dans les data centers. Voilà, ça permet de savoir où sont aussi les points névralgiques de consommation et d'impact d'équivalent CO2. Voilà. Je suppose que vous voulez savoir quels sont ces 4. On m'a déjà posé la question. Il y en a un français dedans, mais qui n'est pas le dernier, qui n'est pas le premier. Et celui qui consomme le plus, c'est Netflix. Voilà, et c'est aussi celui qui se déploie le plus aujourd'hui. Voilà, à suivre. Bon, je ne sais pas s'ils m'entendront, mais... Un use case pour finir, et puis après on pourra discuter. N'hésitez pas à poser des questions. C'est un use case pour l'armée. Je vous l'ai mis. Alors l'objectif de cette application n'était pas d'aller rechercher un sujet d'éco-responsabilité. Ce n'était pas l'enjeu du sujet, en disant je vais être plus éco-responsable, même si effectivement, côté militaire, ils ont comme toute entreprise des sujets pour devenir, on va dire plus éco-responsables dans leur organisation et dans leur service. Ici, l'objectif, c'était d'avoir, sur le projet Sentinelle déployé donc dans la ville, d'avoir une consommation de batterie moins importante sur le service numérique. Et donc, évaluation, c'est quoi le parcours d'un militaire sur le terrain? Qu'est-ce qu'il échange comme données? Qu'est-ce qu'il a comme service cartographique, échange de données cryptées, etc., etc. Donc, pas mal de choses. Finalement, on reprécise le parcours. Qu'est-ce que fait le militaire durant sa mission? Combien de fois il le fait? Et on le projette sur une autonomie théorique basée sur des usages réels et des consommations réelles. Et là, on voit qu'il y a des hotspots, on voit qu'il y a des endroits où ça surconsomme, on voit qu'aussi on sollicite énormément, on va dire le matériel, les ressources derrière, des consommations CPU, des consommations de data, des ouvertures de puces de communication. On voit que tout est sollicité fortement. Donc après, on se pose, on regarde où sont ces hotspots, dans le parcours, bien sûr, et puis on va effectivement analyser ces hotspots. Et on voit que derrière, on a des corrections de code, voilà, une évaluation de méthode dans la boucle, enfin des petites choses, hein, mais qui après, quand on passe souvent dessus et que c'est quelque chose qui se fait régulièrement, va avoir un impact non négligeable. Donc forcément, dès qu'on corrige ce genre de choses, et dès qu'on a bien vu qu'on était sur un vrai hotspot de consommation, auquel on accédait souvent, là, ça vaut le coup de corriger. Ça ne sert à rien de passer, j'allais dire, des heures et des heures sur une application, il faut aller rapidement sur les endroits qui consomment le plus, et là où on passe souvent. Donc ici, en quelques jours d'analyse et de correction avec les équipes,
On a gagné sur plein de sujets. On avait aussi le thème sombre, voilà, c'était un des sujets. Il y a eu la mutualisation des connectivités, plusieurs APK, chacune communiquait avec son propre protocole de communication. Et donc on avait des bursts de données très très réguliers, très fréquents, parce que chaque APK communiquait vers l'extérieur à sa façon. On a fait simplement, on va dire, une mutualisation de ces connectivités multi-APK qui permettait de dire on envoie ensemble finalement des trames sur un burst plutôt que plusieurs. Et ça a permis effectivement de gagner beaucoup. Voilà, il y a eu plein de choses, à peu près 7 ou 8 améliorations qui ont permis de gagner, vous voyez, 8 heures d'autonomie en passant de 3 heures à 11 heures. Donc on voit qu'il y a du gâchis, comme partout en fait, et en fait il faut pouvoir le localiser, et une fois qu'on l'a localisé, on va pouvoir agir dessus. Et ensuite on va pouvoir se remesurer. Donc c'est ça qui est important. Ici on voit bien qu'il y a des sujets de code, il y a des sujets plutôt d'architecture, de communication, il y a des sujets de, on va dire, de design, de couleurs, etc. Donc on voit que tout ça, mis bout à bout, eh bien on arrive à trouver des solutions et à moins consommer. Voilà. Juste pour vous dire que si vous voulez tester votre application, si vous avez une application mobile, n'hésitez pas. C'est sans engagement, on vous aura dans la base, donc si vous voulez apparaître un jour dans le classement des applications et qu'on dise du bien ou du mal de votre application, n'hésitez pas. C'est pas ouvert en ligne, donc donnez-la moi et puis je vous enverrai avant le résultat, donc avant de le publier dans tous les réseaux sociaux, bien sûr. Et puis vous pouvez aussi mesurer votre site web, si vous avez un site web. Il y a une petite application en ligne qui s'appelle Mobile Efficiency Index qui vous permet d'avoir la consommation énergétique, on va dire, d'un protocole de mesure sur le web. On prend une page, on la charge, on scroll, etc. Un test technique pareil, beaucoup plus simple, et qui vous permet de vous donner une note et de vous dire, voilà, est-ce que vous consommez beaucoup sur votre page web, voilà, celle que vous voulez. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans l'analyse du cycle de vie des produits industriels, il y a aussi la notion de fin de vie des produits. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve en termes numériques ou est-ce que c'est peu adapté? Est-ce qu'il y a des applications fantômes, des trucs qui restent peut-être pas sur les téléphones, mais sur des serveurs? Qu'est-ce qu'il en est de toutes ces choses, des vieilles choses? Il pourrait y avoir la question des données qui n'appartiennent à personne ou qui appartiennent à tout le monde ou auxquelles on ne fait pas attention. Des choses qui traînent, alors en entreprise, nous on a vu des applications qui étaient inutiles et inutilisées, mais parce qu'on était habitué à les voir tourner sur une VM et qu'on ne s'est pas posé de questions. Ça c'est arrivé à plein d'endroits. Donc voilà, maintenant, si on fait le lien entre une application mobile et la fin de vie, j'aurais tendance à dire, en général, le nettoyage se fait bien. C'est-à-dire que quand vous avez bien décommissionné une application de votre smartphone, en général, elle est bien désinstallée. Maintenant, voilà, sur la fin de vie d'une application en tant que telle, en termes d'impact, à part la donnée qui sont sur les serveurs, qui sont à ce niveau-là, moi j'ai un peu plus de mal à appréhender la notion de fin de vie d'une application. Peut-être plus sur les sites? Non, même pas. De toute façon, à partir du moment où vous avez un serveur qui tourne et qui ne fait rien, mais l'application est éteinte, enfin, le site ne sert plus à rien, je veux dire, il est mort, mais il continue à être édité, on va dire, accessible, vous faites tourner une machine derrière qui ne sert à rien. Donc c'est plutôt ça. Maintenant, c'est vrai que sur la fin de vie du logiciel, c'est compliqué. À partir du moment où on n'utilise plus quelque chose et que c'est décommissionné, normalement, la fin de vie... en fait, les impacts n'existent que par rapport au matériel qui vont faire tourner ce logiciel. Donc, c'est vraiment dans la phase d'usage qu'on va avoir cet impact. Bien sûr, il faut créer le logiciel, c'est des bureaux, des cerveaux, des gens qui viennent travailler, donc ça c'est la création du logiciel. La fin de vie du logiciel, c'est le coût du décommissionnement, qui serait de dire comment j'enlève un service et qu'est-ce qui me coûte en termes environnementaux pour le décommissionner. Mais je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient réagir par rapport à ça. Je ne suis pas le seul sachant dans la salle en tout cas. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai une question, merci pour la présentation. Vous avez dit que le CPU est un bon indicateur global de consommation. Alors c'est vrai que maintenant il y a aussi des GPU dans les qui sont pas mal sollicités pour les jeux. La partie réseau, et c'est vrai que le CPU ça reste assez facile à mesurer avec les outils existants. Est-ce que c'est une bonne première approximation ou alors ça va dépendre, j'imagine, du type d'application? Ouais. Est-ce que
Alors nous, on ne travaille pas forcément sur des devices mobiles, mais appliqué à d'autres secteurs où il y a des CPU, un PC par exemple, est-ce qu'on a une corrélation assez forte entre usage CPU et consommation électrique? Sur un PC, un serveur, c'est plutôt pas mal. Si le PC est branché, si effectivement un réseau, c'est plutôt pas mal, parce que l'écran est à côté, sauf si après on parle d'un portable, mais globalement, on va dire que c'est plus facile de faire un lien entre la CPU et la consommation d'énergie, donc l'équivalent CO2 aussi, que sur un mobile où là on voit bien que c'est plus complexe en fait. Tout est dans une même boîte globalement. Et la CPU est un indicateur sur lequel on peut faire des corrélations. C'est-à-dire que quand on mesure l'énergie, on va mesurer finalement un ensemble de composants, donc de la CPU mais pas que. Et du coup, si on fait ensuite une corrélation entre CPU et énergie, et s'il y a une forte corrélation, on va dire voilà, le problème c'est bien un problème de CPU. Par contre, ne mesurer que la CPU peut conduire à faire des erreurs en disant tiens c'est sous contrôle, la CPU est la même, et il est possible qu'on passe à côté de quelque chose d'autre. Donc il faudrait aussi regarder le volume de data, j'en sais rien, d'autres indicateurs qui vont permettre d'approximer, on va dire, une consommation de ressources énergie, l'énergie étant une métrique un peu plus haute, qui vont permettre de dire c'est sous contrôle ou pas. Voilà. Voilà, mais c'est vrai aussi peut-être sur un objet connecté, il faudrait aussi aller un peu plus loin, même s'il n'y a pas d'écran, il y a aussi de la communication vers l'extérieur. Et il faut faire attention à ne pas commettre de raccourcis, on va dire, dans l'analyse. La CPU, c'est un bon indicateur sur un serveur, en tout cas. Et c'est souvent comme ça que sont faits des modèles mathématiques d'estimation de la consommation d'énergie. On prend une partie mémoire qui est souvent un forfait, parce que même si on consomme plus de mémoire, globalement, ça augmente peu ou faiblement la consommation d'énergie. Et par contre, c'est la CPU qui va être globalement une fonction, on va dire, linéaire après la consommation d'énergie sur le serveur. Donc ça dépend effectivement du système qu'on va observer. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour les applications soient labellisées sur les stores, soit par la volonté des stores eux-mêmes, soit par la législation? Alors, je vous ai donné l'idée tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait... non, je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à remonter le fait que l'app-marque, il faut le mettre partout sur les stores, chez Google et chez Apple et tout ça. Je vous ai donné une idée comme ça, après c'est à vous de le faire, parce que s'ils savent que ça vient de moi, ils vont dire que c'est un peu piloté. En tout cas, on voit que la législation va évoluer. De là à dire qu'on va aller vers des étiquettes énergétiques ou environnementales, ça va prendre du temps, je pense encore. C'est en train de bouger, il y a une accélération très forte depuis 6-7 mois, peut-être parce qu'on commence à voir les effets du changement climatique, voilà, des impacts. Mais on sent que, y compris dans le numérique, les choses sont en train de changer. Et il y a aussi des lois en cours de préparation, en cours de vote et de préparation, qui obligeraient les opérateurs à étiqueter l'impact énergétique de leurs services, par exemple Orange, Free, SFR et autres. Donc ça, c'est en cours. Et puis aussi d'intégrer dans les appels d'offres, notamment publics dans un premier temps, un référentiel ou un score ou quelque chose qui va permettre d'intégrer ce côté éco-conception d'un service numérique. Voilà. Pour l'instant, ça reste très flou, mais en tout cas, c'est une volonté d'aller vers ça. Maintenant, combien de temps ça prend et quelle forme ça va prendre, je ne sais pas. Ouais. Par contre, ce qu'on disait, il y a un démarrage, puisque la loi Pacte là, prévoit qu'à partir du 1er janvier 2022, les opérateurs seront obligés d'indiquer sur votre facture les équivalents de CO2 que vous avez émis par l'utilisation de votre téléphone, de votre box, etc. Donc ça démarre, ça y est. Oui, ça démarre, ça a été voté. Maintenant, sur les appels d'offres, c'est là où je disais, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Mais effectivement, sur les opérateurs, c'est lancé. Oui. Est-ce que sur un téléphone, un utilisateur peut utiliser un outil qui va servir à bloquer ou réduire, optimiser l'impact écologique et peut-être aussi l'impact sur sa batterie? Là, vous parliez des opérateurs, enfin, des systèmes en tout cas qui dénoncent les surconsommation, mais est-ce qu'il y a des outils qui peuvent être à la disposition des utilisateurs ou c'est encore complètement, je ne sais pas, c'est logique, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il existe un outil de mesure en fait, mobile qui est sur le web, pour l'instant, c'est ça. Sur le mobile. Sur le mobile, il y a la version qui est sortie. Okay. Qui permet alors là, c'est à partir je pense, de CPU, je pense, sur le mobile. Moi, je l'ai vu sur le web, je ne l'ai pas regardé sur le mobile. En tout cas, c'est de l'estimation, c'est pas de la mesure réelle de consommation, puisque c'est très compliqué de mesurer un service en termes, par exemple, énergétiques. Et l'équivalent CO2 n'est pas simple. J'en ai parlé un petit peu avec la personne qui a créé ce service. Et c'est plutôt un outil de sensibilisation, parce que la mesure n'est pas précise, malheureusement. Donc c'est difficile de s'appuyer là-dessus, mais c'est intéressant parce que c'est un outil qui permet de sensibiliser les acteurs
à la consommation. Alors, je ne sais pas pour les applications, mais en tout cas pour les sites, ça existe. Votre navigation sur, je ne sais plus si sur Firefox ou Chrome, je ne sais plus sur quelle est la compatibilité, mais vous avez Carbon Analyzer qui permet de mesurer votre consommation. C'est un plugin que vous ajoutez dans votre navigateur et qui va vous permettre de savoir quelles sont les applications qui ont consommé pendant un temps où vous avez navigué. Voilà, donc ça vous permet déjà d'avoir au moins cette information et ensuite de pouvoir voilà, comparer des choses, etc. Je pense que c'est des outils qui sont amenés à se déployer parce que quand vous êtes sensible et que vous faites attention à ce genre de choses, bah, ça oblige aussi ceux qui fabriquent ces services numériques à faire attention de leur côté. Donc à suivre, mais voilà, des outils de sensibilisation intéressants et je pense qu'ils ont une ambition d'aller un peu plus loin sur ces outils en fait. Donc à suivre aussi ce qui va être fait sur ces côtés, sensibilisation des acteurs au quotidien, pas ceux qui conçoivent mais ceux qui utilisent ce numérique, qui est un vrai sujet en tout cas. Deux questions. Première. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Si il y a le navigateur Brave aussi, je sais qu'il bloque les scripts sur web, est-ce qu'il bloque les scripts aussi sur Android? Je sais pas. J'ai pas testé. Les protocoles qu'on a fait sur les navigateurs, on a essayé pareil de faire un protocole standardisé en mettant les mêmes options pour tous les navigateurs ou les options par défaut. Je crois qu'ici on avait des options par défaut. Donc si un navigateur propose par défaut des paramétrages qui vont dans le bon sens, ils vont être mieux notés. Si par contre c'est des options qu'on doit activer, la plupart des utilisateurs ne le faisant pas, ne les connaissant pas, ben forcément on ne va pas les intégrer dans la note qu'on va leur donner. Mais oui, il peut y avoir des choses qui sont faites par les... Nous on a discuté avec Mozilla et puis Brave, hein, c'est deux navigateurs avec lesquels on a discuté, et c'est clairement des sujets sur lesquels ils veulent avancer. Donc aujourd'hui on ne travaille pas avec eux, mais ils veulent redévelopper leurs propres outils de mesure chez eux, pour faire par eux-mêmes ce qu'on a fait finalement sur les outils de mesure. Donc c'est des discussions qu'on a eues avec eux. Donc c'est vraiment un sujet qui les interpelle en tout cas, ça c'est clair. Oui. Alors, je me précisais d'abord, l'application que vous avez là, l'outil, ne fonctionne que sur la plateforme Android. Les mesures qu'on a fait, le rapport qu'on a fait, c'est Android, mais aujourd'hui on est capable progressivement de le faire sur iOS. Alors, d'accord. Deuxième point, ça c'est une grande bataille également sur le mobile, entre une app et un PWA, il y a des choses notables en termes de différence? C'est quoi un PWA? Progressive Web App. Et en fait, on va avoir alors, on l'a pas mesuré directement, on s'est pas dit tiens entre un site mobile, on n'a pas fait finalement une comparaison. Il faudrait trouver un cas d'usage qui nous permette de faire cette comparaison pour avoir le même type de contenu, donc c'est compliqué. Ce qu'on voit, c'est que la Progressive Web App peut embarquer, on va dire, un peu un framework, un navigateur, en tout cas des choses qui vont embarquer une certaine lourdeur. Maintenant, je peux pas, tant que je ne l'ai pas mesuré, je préfère pas vous donner d'informations, mais on voit bien que je crois que c'est l'équipe qui utilise ce genre de techno, et je peux vous dire que l'équipe est une application qui consomme beaucoup. Voilà. Mais est-ce que c'est généralisable? J'en sais rien. Pourtant, ils sont plutôt performants. Donc je pense que voilà, j'aurais tendance à dire oui, ça va plutôt dans le sens d'une plus grande consommation. Est-ce qu'il existe des comparaisons sur l'écologie, sur l'impact écologique entre une version numérique et une version réelle? Je pense par exemple au magazine. Est-ce que c'est plus écologique de lire un journal papier ou en version numérique? Enfin, est-ce qu'il y a eu des comparaisons là-dessus? Oui, il y a eu des études, alors plutôt sur une facture. Une facture, je ne sais plus si c'est une facture EDF ou Télécom, envoyée, imprimée, envoyée, reçue et lue, j'imagine. Et puis donc une facture électronique, envoyée par mail, je crois, et stockée chez l'utilisateur de mémoire. Enfin, je ne connais plus les use cases. Et globalement, ce qui était ressorti de ça, c'est qu'au bout d'un certain temps de lecture de cette facture, ça dépend combien de temps vous passez dessus, vous réintégrez finalement une cote-part d'usure de votre matériel informatique, de l'écran, etc., dans la lecture, que vous n'avez plus une fois que le papier est sorti. Là, vous pouvez le lire autant de fois que vous voulez, ça ne vous coûte pas plus cher. Et globalement, au bout de quelques minutes, la lecture papier était moins impactante que la version électronique. Maintenant, il faut vraiment bien préciser les use cases, en fait. Parce que si vous dites que vous réimprimez ou pas derrière, bon ça c'était pas dans le use case, mais si vous dites que vous le stockez à plusieurs endroits ou pas, si vous avez un mobile plutôt qu'un gros, on va dire qu'un PC avec un gros écran qui consomme beaucoup, bah, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats. Donc il faut vraiment bien préciser le use case. Mais en l'occurrence sur l'étude qui avait été menée avec l'ADEME, à l'époque, la différence était quelques minutes en fait. Au bout de quelques minutes
de lecture de cette facture, il valait mieux finalement la mettre sur papier que sur un PC. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée, hein, c'est pas écrit dans le marbre, c'est compliqué en général. Tout dépend qui commande l'étude aussi. C'est un peu le risque. Voilà. Il y avait une question qui était un petit peu plus large peut-être, mais puisqu'on parle d'éco-responsabilité, je voulais savoir si la 5G était éco-responsable, selon vous. C'est une bonne question. Il y a des opérateurs dans la salle ou... Il y en a qui ont peut-être fait des tests, parce qu'effectivement, moi, j'ai pas fait de test. Donc, je reprends ce que j'ai commencé à... Enfin, vous avez pu le dire comme moi, peut-être, en disant qu'effectivement, comme il va falloir mailler un peu plus le territoire, puisque la portée du signal est moins forte que la 4G, la 3G, la 2G, il va falloir mailler un peu plus. Et donc, tout ça va avoir un impact à la fois environnemental du matériel qu'on va déployer, des antennes, etc., qui va devoir mailler beaucoup mieux le territoire. Et ensuite, il y a l'effet rebond. C'est plutôt ça, moi, plus on multiplie les usages, les nouveaux usages, la voiture autonome, l'industrie 4.0, enfin, tout ce qu'on peut faire qui sont probablement des bénéfices intéressants. Il faut faire la balance positive et négative des impacts de ce que coûte le numérique et de ce qu'il rapporte. Il faut faire attention à ces raccourcis en disant que le numérique consomme beaucoup, mais il rapporte aussi peut-être des gains par ailleurs, donc attention aussi à ne pas trop pointer du doigt le numérique, il a aussi des bienfaits intéressants. Mais par rapport à ça, on pourrait dire que la 5G est plutôt du plomb dans l'aile en termes de consommation, énergie, ressources dans le cadre de son déploiement. Les promesses ne sont pas forcément au rendez-vous aujourd'hui de la moindre consommation énergétique, alors qu'on nous annonçait des moindres consommations. Donc il y aura l'effet rebond et puis une plus grande couverture de maillage pour arriver à apporter un service de proximité. Et ce qu'il disait, c'est qu'on voyait mal le modèle économique des opérateurs d'aller dans des endroits où il y a finalement peu d'utilisateurs et qui va leur coûter très cher. Donc, est-ce que la 5G, ça ne sera pas aussi une course à la rentabilité du déploiement, c'est-à-dire déployer là où ça vaut le coup, parce que j'ai beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'usages. Donc, c'est aussi peut-être de mettre de côté plein de gens qui... on ne va pas payer pour des gens qui sont plus isolés, qui ne pourraient pas accéder à une certaine télémédecine ou certaines choses, parce que finalement ils sont loin et pour les couvrir certaines zones, c'est plus cher. Donc à voir. J'avoue que les premiers retours, c'est pas si positif que ça, et c'est vrai que les opérateurs n'ont pas très peu communiqué sur le sujet, ou alors plutôt en off pour l'instant. Il y a aussi quand même le renouvellement de tous les mobiles. Alors, les mobiles, oui bien sûr, mais là on part sur un cycle de renouvellement, la 4G étant toujours utilisable, la 3G aussi. On considère que c'est transparent puisque les gens vont renouveler automatiquement. C'est toujours pareil, c'est l'effet rebond, une technologie arrive, les gens disent oui, il faut que j'ai un smartphone 5G. Effectivement, ça peut augmenter le renouvellement prématuré des smartphones, je suis d'accord. C'est un exemple. Bien sûr. Oui, c'est un peu ce qui fait marcher les boîtes de fabrication de matériel. C'est un peu le problème. Voilà. Une nouvelle techno amène des effets rebonds et puis des surconsommations pour rendre compatibles les smartphones, les antennes. Voilà. Donc le projet en lui-même va avoir des impacts, mais ça c'est sûr. Et je pense que c'est même une hérésie. Maintenant, c'est mon opinion. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. En effet, rebondir, ce sera surtout aussi la multiplication des objets connectés. Les objets connectés, oui. Oui, parce qu'on commence à voir que tout ça consomme et qu'il va falloir les multiplier. Et que quand on regarde, nous on travaille sur un projet de recherche avec la SNCF sur le sujet, et c'est vrai qu'on voit qu'entre ce qui est annoncé de consommation d'un objet connecté et sa vraie vie, quand il doit appairer le réseau, quand il doit effectivement transmettre de la donnée, quand il doit subir des moments où il fait plus froid, s'il est à l'extérieur, les batteries ne fonctionnent pas de la même manière, on voit bien que la consommation des piles, des batteries est plus forte que ce qu'on imaginait, et que donc il faut souvent aller changer une pile beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. Et donc tout ça, ça a un coût pour se déplacer, mais c'est aussi un coût environnemental, parce qu'une batterie et une pile, ou même un objet, tout ça, ça a un coût environnemental de matière. Et, voilà. Donc oui, tout ça ne nous pousse pas à la frugalité, ça c'est clair. Même au contraire, ça va s'accélérer, et c'est pas un modèle très raisonnable, mais bon. Est-ce que du coup vous avez perçu une vraie volonté, je ne sais pas si vous avez un feedback là-dessus, sur les utilisateurs, parce qu'on voit il y a la multiplication des services, la multiplication des objets, toutes ces nouvelles techniques, donc forcément on voit TikTok qui crée des plafonds de utilisateurs avec des techno environnementales. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une prise de conscience générale qu'il faut un développement plus durable de tout le monde. Enfin, voilà. Sur le numérique,
Voilà, nous, on est peut-être voilà, dans un cercle de gens intéressés par le sujet, de gens convaincus, mais moi, quand j'en parle à des jeunes, qui sont plutôt des gros consommateurs, encore plus que notre génération, les générations dans la salle, on va dire qu'il y a une intensification des moments de consommation numérique pour les jeunes générations. D'ailleurs, j'aurais pu montrer une tendance très forte où on va dire la génération Y, la génération Z, on est plutôt sur des consommations beaucoup plus fortes encore que celles que je vous ai mis dans la moyenne. Donc je pense qu'on n'a pas pris conscience côté utilisateur de ce que ça consomme. On fait attention aux déchets, on fait attention à plein de choses, mais les enjeux des services numériques aujourd'hui ne sont pas toujours bien perçus, en tout cas, bien compris. Et donc je pense qu'il y a une grosse partie de sensibilisation pour expliciter ce qu'on a dit sur Carbon Analyzer tout à l'heure, c'est de dire attention, vous avez regardé une vidéo, ça a coûté l'équivalent d'un voyage de 10 km pour 1 heure de vidéo. Voilà. Maintenant, c'est une nouvelle révolution industrielle, un peu comme l'automobile dans les années 80. On est dans une. Alors, c'est un peu d'ailleurs la problématique, c'est qu'on est à la fois dans une révolution digitale. On voit bien que la digitalisation permet beaucoup de choses et permet de conquérir de nouveaux marchés, conquérir de nouveaux services, peut-être mieux se soigner, etc., mieux s'informer et tout, mais en même temps, mieux se divertir. Mais en même temps, tout ça a des impacts. Et donc, la révolution, il y a un croisement entre la révolution numérique, digitale, et puis la révolution écologique, où il faut qu'on fasse quelque chose. Et bien sûr, le digital est concerné également. Donc comment on gère tout ça de manière à ce que ça soit cohérent et que le digital apporte de la valeur, mais aussi ne soit pas trop impactant et nous envoie dans une voie sans issue. Un peu comme quand on travaille sur des énergies renouvelables et qu'on vient finalement on vient finalement cannibaliser un autre sujet. Si on dit les biocarburants, mais comment on nourrit la planète si on passe à du biocarburant, il y a aussi une cannibalisation qu'il faut éviter. Et c'est un vrai sujet du numérique, quoi. Comment on arrive à trouver une balance positive et à vraiment réduire drastiquement la consommation du numérique. On voit bien, quand je vous ai montré 3 centrales nucléaires, que si tout le monde arrivait sur la moyenne par domaine, par catégorie, navigateur ou browser, ou outil de mail, ou outil de téléphonie, si l'ensemble des plus consommateurs arrivaient sur la moyenne de la catégorie, c'est-à-dire en disant voilà, on va tous à peu près dans la moyenne, on pourrait gagner une tranche nucléaire. Ça veut dire qu'on voit bien qu'on n'est pas en train de dire je change les usages, on est en train de dire je fais attention à ma conception et on gagne en gros un tiers. On gagne un tiers en faisant ça. C'est-à-dire que si TikTok fonctionnait comme la moyenne de sa catégorie, par exemple, si on revient sur TikTok, et si tout le monde faisait la même chose dans toutes les applications dans sa catégorie, c'est bien sûr une projection, on pourrait déjà gagner un tiers de la consommation sur mobile, sans changer les usages de ce qu'on fait dans les réseaux sociaux, etc. C'est juste la manière dont on le conçoit. Donc, on a des leviers intéressants. Maintenant, il faut que les gens soient d'accord pour dire j'aurai un peu plus de latence au moment où je lance la vidéo qui est en 10e position de ma timeline. Voilà. Est-ce que c'est acceptable? Moi, je pense que oui. Maintenant, peut-être que pour d'autres, pas. Voilà. Notion de confort ou pas. J'ai lu récemment qu'on se comportait avec le numérique comme avec le plastique il y a quelques décennies de ça. En fait, le plastique c'était génial, on pouvait faire des tas de choses avec, on a développé des usages et on se rend compte aujourd'hui un peu de l'hérésie que ça fait et on revient à une consommation plus raisonnée, mais aujourd'hui on ne s'est pas encore rendu compte de l'hérésie sur le numérique. Ouais, je pense que le sujet du plastique est encore plus grave, mais et que surtout il est matériel, alors que le numérique, c'est vrai qu'il y a des data centers, il y a des choses qui sont bien réelles derrière, on est d'accord, mais que le vrai problème numérique, c'est qu'on ne le perçoit pas. On n'a pas, vous savez, les petits sabliers qui nous montraient que c'était dur, c'était compliqué, qu'il fallait attendre, etc., que c'était lourd, ça on n'a plus. Maintenant, il faut que ça aille vite. Donc, on n'a pas l'impression que derrière, il y a autant d'efforts. On a mesuré pour le Change Now, on a mesuré le site tous les sites des partenaires on va dire, du salon. Et il y a un grand groupe de luxe qui était le moins bien classé. J'ai projeté la consommation de cette page en disant c'est quoi l'équivalent de l'ouverture d'une page globalement pendant 1 minute, où j'ouvre la page, je fais un peu de scrolling, je mets en foreground background pendant 1 minute, je fais un petit protocole comme ça. Et bien en gros l'équivalent de cette consommation d'une page, c'était à peu près 80 mètres d'une voiture. Donc on voit bien que quand vous ouvrez cette page, vous l'ouvrez, elle va s'afficher, plus ou moins avec de la latence, en fonction de là où vous êtes. Mais derrière, on ne vous dit pas que c'est, en gros, sur cette minute de navigation, vous avez 80 mètres d'équivalent d'un véhicule léger. Donc vous dites, ah oui, là je comprends mieux 80 mètres, je vois ce que c'est 80 mètres. Hein, et ça, c'est une réalité un peu plus perceptible par les personnes.
Et ça veut dire que tout ça consomme, voilà. Et qu'en moyenne, les sites du salon est à peu près autour de 15 mètres, 15-20 mètres. Donc ça permet de se projeter sur un problème d'unité. On a des problèmes avec les unités dans le domaine de l'impact environnemental, c'est que l'équivalence CO2, c'est très compliqué à comprendre. Il faut toujours des équivalences pour l'expliciter. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour les questions. Et puis n'hésitez pas à... Voilà, je pense qu'il y a quelques bouteilles, quelques cacahuètes et autres, si vous voulez poursuivre les discussions. Merci à vous tous. Merci. Merci.